Bonsoir à toutes et tous pour cette controverse de l'IREMO intitulée Palestine, l'état d'urgence. Le titre est de Johan, je la dénonce. C'est la mode, hein, on dénonce. Une violation de nouveau à l'ordre du jour. Elle a bien vu avec ce titre parce que malheureusement, il se justifie de plus en plus et malheureusement aussi, je n'ai pas eu beaucoup de mal à préparer cette introduction. Parce que ce qui se passe depuis dimanche, lundi à Naplouse résume en fait tous les aspects de ce dont nous allons discuter ensemble. Peut-être vous le savez que l'armée israélienne a organisé lundi un Xème raid à Naplouse d'une grande violence, assez exceptionnelle, contre cette ville donc, du nord de la Cisjordanie, qu'elle cible l'armée, comme la ville de Jenin, depuis plusieurs mois. Pourquoi Naplouse? Parce que c'est en fait, historiquement, un des bastions de la résistance palestinienne, avec cette particularité depuis quelques semaines que des jeunes indépendants y recourent aux armes. Ils ont baptisé leur mouvement la fosse aux lions, enfin c'est une des traductions, il y a aussi la cachette des lions, enfin il y a plusieurs termes, à partir du surnom de leur leader qui a été assassiné au mois d'août, Ibrahim al-Nabulsi, et ils n'hésitent pas à attaquer, à prendre l'initiative d'attaquer des soldats d'occupation ou des colons. Dans la nuit donc de ce lundi à ce mardi, Tsahal a tué 6 jeunes gens à Naplouse, portant donc le total des victimes palestiniennes depuis le 1er janvier 2022 à 185, donc une cinquantaine, les Palestiniens disent d'enfants, moi je dirais plutôt de mineurs, disons. Hein, parce que s'il y a des enfants, il y a des adolescents. Et hier, une foule absolument impressionnante, les vidéos sont étonnantes, ce que j'ai vu, a enterré ces martyrs. Il y avait des dizaines de milliers de Palestiniens venus de tout le nord, peut-être d'ailleurs. Vraiment, si vous avez vu sur Internet, c'est des manifestations d'enterrement énormes. Le même jour, les derniers sondages en vue des élections législatives israéliennes du 1er novembre prochain, le mardi prochain, confirmaient la percée de l'extrême droite, le mot est presque trop faible, de Bezalel Smotrich et d'Itamar Ben-Gvir, qui sont depuis 1 an et demi les alliés de Netanyahou, mais un Netanyahou qui, s'il obtenait le 61e siège, c'est-à-dire la majorité de la Knesset, après lequel il court depuis 4 élections déjà, serait non pas seulement l'allié, mais l'otage de ces deux dirigeants extrémistes, puisque les sondages leur donnent 13 ou 14 sièges. Donc, sur 61, Netanyahou dépendrait, pour sa conduite de la politique israélienne et pour sa survie politique, de Ben-Gvir et de Smotrich. Alors, comment interpréter tout ça, que j'ai résumé à travers Naplouse, mais évidemment, ça n'est pas que Naplouse. Du côté israélien, est-ce qu'il s'agit d'une radicalisation de la répression à but électoral, c'est-à-dire est-ce que Lapid veut se montrer un homme fort, aussi fort que Netanyahou et ses alliés? C'est ce que je pensais personnellement pendant l'été. J'avoue que maintenant, la répression a pris un tel caractère qu'on peut se demander s'il n'y a pas la volonté, sans doute assez consensuelle d'ailleurs en Israël, d'écraser dans l'œuf cette résistance nouvelle dont nous allons parler, à l'ombre de la guerre d'Ukraine et en profitant, évidemment, de la complicité d'un grand nombre de régimes arabes, signataires ou pas signataires d'ailleurs, des accords d'Abraham. Du côté palestinien, au-delà de l'autodéfense face à un régime d'apartheid de plus en plus violent, est-ce que les affrontements ne préfigurent pas une troisième intifada? Je veux dire une intifada contre l'occupant, bien sûr,
mais aussi contre une autorité palestinienne en pleine décomposition. Troisièmement, sur le plan international, enfin, est-ce que le silence des gouvernements pourra durer aussi longtemps, tant il contraste en fait avec l'émotion des opinions? N'oubliez pas qu'il n'y a pas que les opinions européennes ou nord-américaines, il y a aussi les opinions ailleurs dans le monde. Et les images qu'on voit depuis des mois et des mois, quasiment un mort par jour, c'est quand même des images qui révulsent des millions de gens à travers le monde. Alors pour essayer de mieux comprendre tout ce qui se passe, nous avons invité ce soir Leila Chaïd, ancienne diplomate palestinienne, enfin militante et diplomate, en Irlande, aux Pays-Bas, au Danemark, en France, à l'Union européenne, en Belgique, au Luxembourg. Et depuis qu'elle a pris sa retraite professionnelle en 2015, elle se consacre à beaucoup d'activités, notamment la chaire Mahmoud Darwish à Bruxelles, l'Institut des études palestiniennes à Beyrouth et l'Université de Birzeit. Clotilde Mravko, qui est aussi avec nous, est une journaliste indépendante qui vit depuis plus de 4 ans, d'après ce qu'on m'a dit, à Jérusalem. Elle collabore avec de nombreux médias français et étrangers, notamment, vous la lisez, dans Le Monde, et d'autres la lisent dans Le Temps. Elle est arabisante, elle a voyagé et travaillé dans plusieurs pays de la région, et notamment en Égypte après la révolution de 2011. Je me permets un mot personnel. J'ai eu un immense plaisir et une immense satisfaction à lire les papiers de Clotilde dans Le Monde, et en particulier plusieurs papiers au moment du soulèvement du printemps palestinien de 2021 qui apportait un éclairage qui n'existait pas ailleurs. C'était un éclairage unique. Et enfin, last but not least, Zbezbe, qui est sociologue, chercheur associé à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, l'IREMAM. Ses recherches portent sur le monde associatif, le développement, la culture. Il a enseigné à l'université de Birzeit et il mène des recherches au sein des institutions locales en Palestine. La règle du jeu est connue, aussi bien des 3 invités que de vous, ici et en ligne. Chacun de vous aura 10-12 minutes, on ne va pas compter à 1 minute près, hein, mais à 10 minutes, oui, pour introduire un peu sa réflexion sur l'ensemble de ces aspects ou sur tel ou tel aspect particulier, ce qui nous laissera une bonne heure et demie de débat entre vous d'abord, bien sûr, avec tous les participants ici et ceux, bien sûr, qui sont en ligne, que Johan surveille de près, non pas dans leur attention, mais dans les questions. Vous pouvez les envoyer, les questions, comme vous savez, par le système Zoom, et Johan me les retransmet. Voilà, je propose que Leila Chaïd commence, si elle veut bien. Merci Dominique, bonsoir tout le monde. Ne pouvant pas être en présentiel avec vous, je suis quand même très heureuse d'être là avec cette machine qui nous permet de nous parler et de nous voir. Je dirais que j'aime bien le titre que Johan a choisi parce que je trouve qu'on est dans une période d'urgence très grave pour l'avenir des Palestiniens, mais aussi des Israéliens. Et je suis profondément choquée qu'après avoir parcouru tous les journaux, il n'y a rien dans les journaux sur l'urgence, ni sur les Palestiniens, ni sur les assassinats que toi, Dominique, tu viens de citer, ni même sur les prévisions catastrophiques des élections israéliennes. Et même dans les journaux qui ont l'habitude de couvrir. Moi, comme toi, j'ai beaucoup apprécié les articles de Clotilde, qui sont toujours des articles de fond. Ce n'est pas de l'actualité. On n'a pas besoin d'actualité parce qu'on a maintenant les journaux continus, que ce soit radio ou télévision, mais on a besoin d'articles de fond. Et Clotilde en faisait de très bons, et je regrette qu'elle ne soit pas à Jérusalem aujourd'hui pour continuer de les faire. Mais peut-être qu'elle rentrera bientôt. On a besoin d'elle. L'urgence, elle est bien sûr avant tout parce que ce qu'a dit Dominique est très vrai. Nous sommes à la veille des élections le 1er novembre, dans moins d'une semaine. Nous sommes devant des élections qui vont être catastrophiques avant tout pour le peuple israélien. Parce que les personnes dont les sondages parlent aujourd'hui sont des racistes fiers de l'être et qui ne s'en cachent pas.
que Netanyahou a voulu, comme un spin doctor, hein, un genre de manipulateur charlatan utilisé, je suis entièrement d'accord avec Dominique. Maintenant, il est leur otage. Et il dépend d'eux s'il va avoir une majorité. Et nous savons ce qu'ils disent. Les deux disent qu'ils font déporter tous les Palestiniens à l'extérieur de l'État d'Israël. Quant à ceux qui sont dans les territoires occupés, qu'eux ne reconnaissent pas d'ailleurs, on pourrait, à la rigueur, les assassiner. Et donc, je trouve que les résultats de ces élections qui vont se faire dans quelques jours sont restés, comment dire, il y a comme une lassitude, parce que c'est les 5e élections qui se font pour un Parlement, et avec toujours M. Netanyahou comme candidat, et bien sûr Lapid et les autres. Mais je trouve qu'il faut qu'on discute tout à l'heure de pourquoi soudain la presse, alors, et bien sûr, il y a des milieux qui essayent de faire la propagande des positions israéliennes ou la propagande des accords d'Abraham, mais il n'y a pas vraiment de réflexion dans les médias, et je le regrette beaucoup parce que les médias est quand même, disons, la 4e puissance sur laquelle il faut compter pour savoir ce qui se passe dans le monde. Il faut bien comprendre avant pour agir après. La deuxième raison de l'urgence, c'est la fin de règne de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas a 83 ans, il est malade. L'autorité palestinienne qu'il a mis en place depuis 29 ans est dans une totale délégitimation, non reconnaissance. Il n'y a même plus de colère à l'égard de l'autorité, tellement les gens ont le sentiment qu'elle se désintègre. En tout cas, ils n'ont pas besoin de l'attaquer. Avant, il y avait des manifestations contre l'autorité. Maintenant, ce n'est plus nécessaire, parce que personne ne la défend pour qu'elle soit attaquée. Et donc, c'est un deuxième élément d'urgence, parce que il faut qu'on se pose la question, on en parlera tout à l'heure dans la discussion, est-ce qu'on peut penser qu'il peut y avoir une 3e intifada ou une nouvelle révolte ou un nouveau retour à la guerre de libération nationale de décolonisation sans parti politique, sans autorité. Oslo est mort depuis longtemps, c'est pas maintenant qu'il est mort, mais maintenant c'est l'effondrement des partis politiques qui font partie de l'OLP, du comité exécutif. Et je dis de tous les partis politiques. Il y a bien sûr une très grande colère contre Fatah parce qu'il est la colonne vertébrale de la paix, mais il y a tous les autres. Il y a les communistes, il y a le Front populaire, et on ne les voit pas vraiment beaucoup plus actifs que les gens du Fatah. Et finalement, il y a le plus important. Et moi, à mon avis, et c'est pour répondre à ta question, Dominique, cette nouvelle naissance d'un mouvement national armé qui vient des camps de réfugiés palestiniens en Palestine. Et ce n'est pas seulement Jénine, c'est aussi Naplouse et Balata, et c'est aussi Shafat. Ça veut dire le camp de réfugiés qui est à Jérusalem. Jérusalem qui ne se soulève jamais, parce qu'elle est la ville des notables. Elle nous a déjà beaucoup surpris il y a un an lorsqu'elle a fait le printemps de Jérusalem avec Sheikh Jarrah et un mouvement international extraordinaire qui d'ailleurs a suscité le réveil de la population palestinienne d'Israël qui aujourd'hui semble tellement divisée dans les élections. Je pense que la réaction israélienne, elle répond à l'initiative palestinienne. C'est pas elle qui suscite, c'est elle qui répond parce qu'elle a compris, d'ailleurs il l'appelle break the wave. Pourquoi il l'appelle wave? C'est wave, c'est la vague. Alors, il l'appelle casser la vague. Parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont quand même des renseignements partout et des collabos aussi. Et c'est une vague de retour à ce qui est l'origine du combat palestinien. Ça veut dire le combat des réfugiés pour le droit de retour. Les Palestiniens ont commencé à se battre pas pour libérer les territoires occupés en 67, ils ont commencé longtemps avant, et spécifiquement une lutte armée depuis 1964 pour le droit de retourner, à laquelle s'est ajoutée, après 67, la revendication de la fin de l'occupation militaire. Et là, les Israéliens sont tellement pris de court que la seule chose qu'ils savent faire, c'est assassiner. Il faut appeler ça la guerre des assassinats. Parce qu'il n'y a pas
d'armée face à Israël pour qu'on dise que c'est des affrontements. Ce que dit la presse, c'est ridicule, il n'y a pas d'affrontement. Il y a une armée qui utilise dans la vieille ville de Naplouse et dans le camp de réfugiés des missiles qu'ils mettent sur leurs épaules et qu'ils tirent sur des maisons où il faut exploser tous les gens qui habitent la maison. C'est comme ça qu'ils ont pu tuer toujours des nombres. Et alors, leur alibi pour justifier, c'est de dire c'était un appartement ou une maison où on fabriquait des bombes. Mon œil, ils n'ont pas besoin de bombes parce qu'ils ont des Kalachnikov, ils ont des armes et on pourra discuter, Sbech nous dira ce qu'ils pensent sur où ils trouvent ces armes, mais ils ne font pas. C'est les Israéliens qui mettent des bombes sur les motocycles des dirigeants. Ce n'est pas les Palestiniens. Mais les Palestiniens, ce mouvement, le plus beau dans ce mouvement, et ce mouvement, moi je le soutiens entièrement, comment on va l'appeler, le repère des lions, ou quelqu'un vient de nous envoyer un message disant la tanière des lions, c'est très beau. Ouais. C'est en tout cas un mouvement de renaissance palestinien. C'est un mouvement de renaissance et ce n'est pas des gens qui sont indépendants, Dominique. C'est des gens qui sont des ex-Fatah, des ex-communistes, des enfants de même le service de sécurité de l'autorité palestinienne qui mènent ce combat et qui ont décidé de ne plus avoir peur de l'armée israélienne ni des colons. Parce que qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu pendant 55 ans contrôler les territoires occupés? La peur qu'ils ont suscitée chez les Palestiniens. Et maintenant, ces jeunes disent, on n'a plus peur. Il faut mourir, on mourra. Mais on n'a plus peur. Parce que l'alternative à la peur, ce n'est même pas une dignité, une vie normale. Ça fait 30 ans, ça fait 29 ans qu'on a signé les accords d'Oslo. Et qu'est-ce qu'on a vu de ces accords d'Oslo? Un genre d'accord économico-politique qui est le résumé des accords d'Abraham, où on ne parle pas de la Palestine, mais on va nous jeter un peu d'argent pour nous calmer. Et donc, je dirais que, pour moi, personnellement, je trouve que ce soit à Jenin, où je rends hommage à la mémoire de Shirin Abu Akleh, parce qu'elle a été visée, elle a été choisie, parce qu'elle est la seule qui couvre du terrain même toutes les informations, nous regardons tous, moi comme Sbech, les chaînes arabes palestiniennes et Al Jazeera, c'est la seule qui, depuis le début de son travail, elle ne couvre que du point où il y a l'affrontement, où elle a risqué sa vie, sachant qu'elle risquait sa vie. Mais là, eux, ils ont décidé qu'ils vont l'éliminer parce qu'ils pensent que s'ils terrorisent, ils peuvent recontrôler. Ils n'arrivent plus à contrôler. Donc, ils sont paniqués. Et donc, ils tuent Shirin pour qu'elle ne continue pas à couvrir ce qu'ils vont faire dans le camp de Jenin, ce qu'ils vont faire dans le camp de Balata et la vieille ville de Naplouse et ce qu'ils font à Shafat, où on a vu un jeune qui a tué une soldate à la porte du camp et lui a été poursuivi et 10 jours après, ils l'ont tué à Jérusalem. Et donc, je pense que c'est une nouvelle phase entière qui n'a plus rien à faire ni avec Oslo, ni avec... Je ne sais même pas si on peut dire que c'est une intifada, parce que l'intifada était non violente, était massive. Celle-là, elle est prise en main par une nouvelle génération de jeunes qui ont trouvé moyen, premièrement, de manier les armes et de refuser d'avoir peur. Et ils se défendent. Et à mon avis, ils annoncent une nouvelle phase de la lutte palestinienne. Merci beaucoup, Leïla. Tu es incroyablement ponctuelle, précise, 10 minutes, bravo. Tant mieux. Tout à l'heure, bon élève de lire. J'y faisais allusion tout à l'heure, Clotilde. Je me souviens très très bien de votre papier, c'était en mai, je crois, 2021, où vous parliez de la génération TikTok des jeunes Palestiniens d'Israël, essentiellement. Vous parliez de ceux de Jérusalem, vous parliez de ceux des villes dites mixtes, Haïfa, Jaffa, Lod, etc., et vous décriviez déjà, en fait, avec de l'avance par rapport à notre discussion, cette génération très... C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, Leïla, indépendante au sens où elle ne se reconnaît pas dans des partis politiques. Et en même temps très déterminée. Et alors je me souviens, je ne sais plus le mot exact, mais vous parliez d'un petit sourire en coin, comme on dirait en français. Hein. C'est-à-dire une génération très déterminée, quoi. Alors je ne sais pas si ça vous semble confirmé, sans doute, par ce qui se passe aujourd'hui, ce que vous aviez écrit à l'époque. Oui, tout d'abord, merci beaucoup
pour votre introduction. Effectivement, en fait, c'est intéressant parce que j'ai l'impression, moi, d'avoir été très privilégiée en arrivant il y a 4 ans et de voir l'évolution d'un mouvement. En quelque sorte, quand je suis arrivée, moi, c'était surtout Gaza qui focalisait l'attention avec les marches du retour. Et comme disait Leila Shahid, ça reprenait en fait le mot d'ordre initial des Palestiniens qui est d'exiger le retour des réfugiés palestiniens de 1948 sur leurs terres, c'est-à-dire donc de la Méditerranée au Jourdain, la Palestine historique. Et petit à petit, au fur et à mesure de la répression des marches du retour à Gaza, j'ai commencé aussi, moi, à me focaliser sur ceux qu'on appelle en France les Arabes israéliens, que j'appelle moi les Palestiniens d'Israël. Et une nouvelle génération, en fait, qui émerge, qui est très différente de ses parents, qui est beaucoup plus politisée, beaucoup plus affirmée dans son identité palestinienne au sein de la société israélienne et qui crée petit à petit, alors c'est très très embryonnaire encore, mais qui crée des liens avec les Palestiniens de Cisjordanie, avec les Palestiniens de Gaza via les réseaux sociaux et qui s'intègrent de plus en plus dans la lutte de la résistance palestinienne. C'est intéressant parce que en 2021, du coup, il y a eu vraiment une convergence des luttes avec notamment un jour de grève qui a été suivi par tous les Palestiniens de Gaza, à l'intérieur d'Israël, en Cisjordanie, à Jérusalem. Et petit à petit, j'ai vu aussi, en vivant à Jérusalem, la montée en puissance via aussi les réseaux sociaux, notamment je pense aux jumeaux Al-Kurd qui ont vraiment beaucoup œuvré pour que le combat des habitants du quartier de Sheikh Jarrah contre leur expulsion par les colons israéliens soit médiatisé et soit entendu dans le monde entier. Et je pense que sans leurs vidéos quasiment quotidiennes sur les réseaux sociaux, la lutte n'aurait pas eu la même résonance. Donc il y a eu une espèce de convergence des luttes qui s'est peu à peu agrégée. Et je regardais la Cisjordanie en me disant, bon, oui, mais il manque quelque chose. J'ai l'impression que la Cisjordanie est toujours un peu en retard. Il y avait effectivement des manifestations très violentes pendant la guerre de mai 2021, quand Gaza était sous les bombes. Et il y a eu, en fait, un peu plus tard, en septembre, je dirais, 2021, un déclic en Cisjordanie avec l'évasion spectaculaire de 6 prisonniers palestiniens d'une prison israélienne. Et ça a en quelque sorte galvanisé un petit peu une nouvelle génération qu'on voit émerger, qui n'est plus coincée comme... je dirais ma génération, ceux qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont connu le début des accords d'Oslo et qui, eux, sont coincés entre la répression de l'autorité palestinienne d'un côté et la répression de l'occupation israélienne et qui ont décidé, donc cette génération-là, la nouvelle, elle a plutôt une vingtaine d'années. Ibrahim El-Nabulsi, il avait 19 ans à peine quand il a été tué. Et donc cette nouvelle génération, très très jeune, fait fi en fait de cette répression. Ibrahim El-Nabulsi a lui aussi visité les prisons à la fois de l'autorité palestinienne et d'Israël et il a décidé qu'il allait prendre le maquis et qu'il allait combattre uniquement. Alors ça aussi c'est une deuxième caractéristique qui je pense est intéressante à souligner, c'est que cette nouvelle génération, elle est armée, vous l'avez dit, mais elle est aussi centrée sur cibler vraiment les militaires israéliens et les colons israéliens. Et il n'est pas question de faire des luttes internes avec les Palestiniens. Et il y a vraiment une concentration sur ce qu'ils appellent l'ennemi sioniste. Ce sont des groupes, alors moi j'aime beaucoup le terme la tanière des lions parce que je pense que c'est ce qui traduit le mieux l'expression arabe. Il y a aussi les brigades de Jénine, parce que la tanière des lions c'est plutôt Naplouse, les brigades de Jénine c'était un petit peu avant d'ailleurs que le mouvement avait fait parler d'eux dans le camp de réfugiés de Jénine. Il y a quelques excroissances aussi qui se développent à Toubas, et donc tout ça dans le nord de la Cisjordanie. Et c'est intéressant parce que ce ne sont pas des loups solitaires, ce ne sont pas les jeunes de l'intifada dites des couteaux de 2015-2016, ce sont des jeunes qui s'organisent, qui se coordonnent. Il y a ce qu'on appelle
El-Kholf el-Mushtarak et qu'on retrouve aussi à Gaza, c'est-à-dire que toutes les factions palestiniennes se mettent ensemble dans ce qu'on appelle une chambre commune pour décider des opérations. Alors évidemment, c'est embryonnaire, hein. Dans le cas de Naplouse, on reste quand même sur des groupes assez petits. Mais c'est intéressant parce que c'est un soutien populaire très fort. Et on l'a vu lors des funérailles lundi dernier, où on a donc des milliers de personnes, mardi dernier, pardon. Hier. Voilà. Où on a des milliers de personnes qui se sont retrouvées dans les rues. Alors moi, j'explique l'apparition de ce mouvement et surtout pourquoi maintenant. Par le fait qu'on a une totale impasse politique, évidemment, mais ça fait des années, hein, avec l'augmentation des colonies, un gouvernement israélien, on l'a dit, de plus en plus à droite, une répression sanglante et de plus en plus massive. On a évidemment une nouvelle génération qui n'est plus liée à la mentalité d'Oslo, parce qu'aujourd'hui, cette génération ne se reconnaît pas du tout dans les accords d'Oslo. Elle ne voit pas de Palestine, de territoire palestinien au sens Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza. Non, si vous allez voir des jeunes en Cisjordanie, vous diront la Palestine, c'est de la Méditerranée au Jourdain. Il n'y a plus cette notion géographique de division à deux États. Il y a, je le disais, cette évasion des 6 prisonniers qui a quand même galvanisé une espèce d'esprit de la résistance où on est capable, en tant que Palestinien, malgré un État super militarisé, avec beaucoup de technologie, de s'évader d'une prison et de faire fi, en fait, de toute cette répression. Et il y a aussi une recomposition, je dirais, depuis ce printemps, de la scène politique palestinienne. Alors, elle est plus ancienne, mais disons qu'il y a une espèce d'enthousiasme général au début de l'année avec l'idée qu'il y allait avoir des élections palestiniennes. J'étais très étonnée parce que j'ai vu en fait un engouement extraordinaire pour l'idée d'élections palestiniennes, alors que je me disais oui, en fait, les partis palestiniens sont un peu morts, tout ça est à l'arrêt. Et en fait, non, il y avait un vrai enthousiasme populaire qui a été coupé en plein élan par l'annulation de ces élections au prétexte qu'Israël refusait des élections à Jérusalem. Et on sait aussi très bien que ça arrangeait fortement Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne. Excusez-moi, Clotilde, juste pour le rappeler pour nos amis, on avait 95% d'inscrits. Ouais. Dans un pays comme le nôtre, où on a du mal à avoir une majorité de votants, là, presque tout le monde était décidé à voter, si Abbas n'avait pas mis fin aux Effectivement, élections. Oui. Non, c'était extraordinaire, c'était vraiment très, très étonnant. Et on avait un vrai engouement, et donc cet engouement-là, je pense, a besoin de se traduire aussi aujourd'hui autrement. Il y a aussi une recomposition du fait que les dirigeants du Hamas ont pu être, en Cisjordanie, ont pu être inscrits sur des listes, et donc la répression a été aussi beaucoup plus forte après l'annulation des élections. Et donc voilà, je pense qu'il y a cet agglomérat de raisons, il y en a sûrement d'autres qu'on décrira tout à l'heure, qui font qu'aujourd'hui on est dans un nouvel épisode, je dirais pas jusqu'à parler d'intifada, parce qu'aujourd'hui c'est trop embryonnaire, c'est mettre aussi beaucoup de poids sur des jeunes qui ont 19-20 ans, qui n'ont pas pour l'instant en tout cas, de message politique cohérent qui est appuyé par un parti avec des ambitions, etc. Pour l'instant, ça reste embryonnaire. Et ils ont besoin, je pense, justement, qu'il y ait une scène politique qui derrière arrive et soutienne ce mouvement. Mais en tout cas, c'est inédit et c'est très intéressant à observer. Et malheureusement, comme vous le soulignez, c'est passé sous silence sur la scène internationale, un silence médiatique assez assourdissant. Merci beaucoup, Clotilde. On ne va pas trahir des secrets, mais avant qu'on commence, on parlait ensemble et je disais combien l'idée de retour à la lutte armée, sous-entendu attentat kamikaze, était une idiotie, parce que justement, il ne s'agit pas d'attentats kamikaze où on prend des civils au hasard dans les rues, mais il s'agit d'une lutte armée qui cible les vraies cibles, les piliers de l'apartheid, c'est-à-dire les soldats et les colons. Donc il y a quelque chose de
presque nouveau d'une certaine manière, ou alors il faudrait remonter aux origines du mouvement palestinien pour retrouver des points de comparaison, mais c'est une autre époque, comme disait Leïla tout à l'heure. Alors, quelle est votre analyse à vous? Merci Dominique. Alors, ça sera beaucoup plus difficile de parler après ces deux interventions aussi riches qui parlaient plus ou moins, voilà, ça sera plutôt complémentaire de ce qui a été dit. J'essaie de me retrouver dans mes notes Oui, pas de problème. et pour ne pas répéter la même chose, ce qui a été dit. Enfin, j'aimerais bien dire d'abord qu'actuellement, en fait, ce qu'on vit, c'est symboliquement de très important et que ça constitue plus ou moins une rupture. Une rupture avec un système de valeurs qui a dominé les territoires palestiniens dans ce que j'appelle la Palestine de bailleurs de fonds. Ce qui a été dit, c'est voilà, l'intervention des bailleurs de fonds après les accords d'Oslo. Il y a l'aide internationale. Et donc, les bailleurs de fonds ils sont devenus un acteur indispensable. Au moment où, voilà, même ça nourrit plus ou moins la division interne palestinienne en 2006. Et cette configuration a été renforcée à l'arrivée de Mahmoud Abbas et de Salam Fayyad après la scission. Bref, ce qu'on est arrivé, le général Dayton et la coordination sécuritaire. Donc, dans cette configuration, le plus important, c'était l'individu tel qu'elle est, appréhendé et construit. Dans cette vision des choses, c'est l'individu néolibéral, c'est l'homo economicus. C'est tout simplement le consommateur, le maître, le compétent, le technocrate. On parlait de gouvernement de technocrates. On a transformé plus ou moins la cause palestinienne en une question de recettes techniques. Si on fait ça, on aura l'État palestinien. Donc, il y avait Salam Fayyad qui était tellement convaincu de cette vision qu'il annonçait on va établir l'État palestinien dans 1 an, dans 2 ans, et à chaque fois échanger. Donc, l'individu, tel qu'il est théorisé dans cette vision, c'est un individu rationnel, un individu capable de maîtriser l'incertitude et de le transformer en risque mesurable et du coup capable de construire cet État palestinien. Ce qui est marrant dans cette lecture, qu'il n'y avait même pas... enfin, on a décontextualisé cet individu, il est sans contexte, sans rapport de force et sans histoire. Donc c'est un individu, tout simplement, qu'on peut trouver n'importe où. Donc sans histoire surtout. Cela, bien sûr, en fait, a influencé, a fait une certaine aliénation chez les Palestiniens. Et surtout, lorsque la résistance armée était considérée non seulement comme irrationnelle, mais nuisible à ce projet de la construction d'État et du développement. Qui était le miroir de la paix économique Tout à fait. prônée par Netanyahou. Hein, c'est le déguisement en fait, du rapport colonial qui existe en projet de développement et de soi-disant paix qu'on vit depuis 30 ans en fait. Donc, ce que je voulais dire là, en fait, ça nourrit l'aliénation et surtout que la résistance armée était considérée à ce moment-là comme non seulement irrationnelle, mais nuisible. Et du coup, à cause, en fait, le justificatif était surtout de dire que les rapports de force ne sont pas en notre faveur, et ce qui a produit ce qu'on peut appeler l'intériorisation de la défaite chez les Palestiniens. Donc c'est une indifférence. Donc ça ne sert à rien si on fait quelque chose. Si on ne résiste pas, ça ne sert à rien. On est tellement faible qu'on ne peut rien faire. La seule action légitime dans cette vision, c'est convaincre la communauté internationale de la justesse de la cause palestinienne, c'est le plaidoyer. C'est quelque chose que j'ai développé dans une ancienne intervention aussi à l'Ermo. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, l'action légitime de la classe dominante palestinienne, c'était comment s'adresser à la, soi-disant, communauté internationale, comment convaincre, nous, on a besoin d'un État, on est tellement gentil, on fait ce que vous voulez. Et la question de la coordination sécuritaire, alors si vous nous laissez un peu de temps, on va le faire. Là, je vais signaler quelque chose. En 2005-2006, il y avait 200 personnes qui étaient recherchées par l'armée israélienne pendant la deuxième intifada. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un deal d'amnistie, de pardon. C'était un deal humiliant pour ces gens parce que, d'abord, il faut dénoncer le terrorisme. On a considéré leurs actions de résistance, et c'était la majorité, c'était des gens du Fatah, comme du terrorisme. Il faut s'engager à ne plus faire ça, et du coup, on vous pardonne. Et ce que l'autorité palestinienne essaye de faire maintenant avec les brigades de Jenin
et le demeure de Lyon à Naples. Ce qui est intéressant, ce qui se passe actuellement ne date pas d'aujourd'hui. Moi, l'état d'urgence pour moi en Palestine, c'était l'état d'exception qui est devenu permanent. En fait, c'est toujours. Le temps est confisqué aux Palestiniens. Voilà, il n'y a plus de perspective et ce n'était pas d'aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé, je dirais en 2012, lorsque cette vision où on est en train de criminaliser la résistance armée, il y avait des guerres qui se passaient à Gaza. Il y avait des morts. Et les Palestiniens en Cisjordanie n'avaient même pas le droit de manifester. Et donc, il y avait l'oppression de l'autorité palestinienne et bien sûr, la colonisation qui perdure du côté israélien. Donc, c'était double oppression, je dirais, dans cette domination complexe que les Palestiniens lambda vivent en fait de jour au jour. À l'époque, j'étais à Birzeit et là, je commençais à avoir en fait des groupes d'étudiants et d'enseignants qui commencent à travailler ensemble hors mur de l'université pour apprendre comment on peut faire quelque chose pour la Palestine d'une part, tout en nous inspirant des expériences de lutte armée et de libération ailleurs, que ce soit en Algérie, que ce soit au Vietnam, partout dans le monde, Amérique latine. Parmi ces gens, il y avait Bassel El-Araj. Bassel El-Araj, c'était un intellectuel. Il a tout de suite décidé de prendre les armes. C'était quelqu'un qui avait un travail, pharmacien, écrivait. C'était un vrai intellectuel et qui influençait beaucoup de monde. Il n'y avait aucune raison pour qu'il se révolte. Tout de suite, il a déclaré qu'il prend les armes. Il a été recherché par l'armée israélienne. Il a été arrêté pendant plus ou moins 6 mois chez l'autorité palestinienne. Sous la pression populaire, on l'a libéré. Après, il était recherché par les Israéliens. On vient l'assassiner à 2 pieds de l'Muqata'a, du bureau de Mahmoud Abbas. Alors, il s'est battu dignement, mais ce qui était marrant, il a laissé un testament. Dans ce testament, qu'est-ce qu'il a écrit? Ça a été écrit rapidement, à la main. Enfin, vous voulez que je réponde à vos questions? Non, je ne répondrai pas. Donc, il était provocateur. Moi, j'ai trouvé mes réponses. L'acte de martyr répond de lui-même. Et allez chercher vos réponses. Qu'est-ce qu'on veut comprendre de ça? En fait, la première chose, c'est un intellectuel qui a déplacé le débat critique, théorie, le champ des idées, il les a déplacés dans le terrain de la lutte armée, d'une part. Deuxième chose, et c'est le plus important, on ne tombe plus en martyr, on devient martyr. Donc c'est une décision. Moi, je vais devenir martyr. Je veux me battre et je sais que je vais mourir et je veux le devenir et je sais que je ne vais pas libérer la Palestine en devenant martyr, mais par contre, la lutte, c'est quelque chose qui s'accumule. Et là, on trouve exactement la même démarche, le même modèle chez les jeunes, maintenant à Shafat, à Naplouse et à Jenin. Un message vocal d'Ibrahim el-Nabulsi qui a été cité. Je suis devenu martyr. Déjà, il le dit, alors il est toujours vivant, il dit je suis, alors il donne. En fait, je suis devenu martyr. Donc, avant de mourir. Et le héros de Shafat, ça, c'était une autre histoire. Et lui, il a fait une opération. Il a été recherché. Au lieu de laisser le soldat venir le chercher, il était allé à leur rencontre. Avec un seul pistolet face à des gens armés en M16. La scène qui a été diffusée par l'armée israélienne pour démoraliser les Palestiniens. Ça a été reçu autrement. Pourquoi? Parce que ce petit jeune homme, il tombe par terre lorsqu'il reçoit une balle. Il se lève pour tirer. Il tombe deuxième fois, il se lève pour tirer. En fait, une autre balle. Il a été blessé, je ne sais pas, 4 ou 5 fois. À chaque fois, il tombe, il se lève. Et ça a été filmé. Tout ce qu'il voulait, tout simplement, il disait, j'ai besoin de 2 secondes de plus pour tirer encore une balle. Et là, on a trouvé son testament, écrit aussi rapidement. Moi, je sais que je ne vais pas libérer la Palestine en faisant ces opérations, mais par contre, je sais qu'il y a des milliers de gens qui vont porter les armes après moi. Donc c'est le caractère exemplaire, quoi. C'est ça, en fait. Et c'est pas, on le trouve chez la majorité, en fait. Et là, il n'y a aucune contradiction entre discours et pratique. Cet individu héros, on dirait irrationnel selon la première vision, mais qui est tout à fait une autre rationalité, et voit de la mort une action de vie. La mort,
ça fait partie de la vie, ce n'est plus la fin de la vie. Là, on voit la mort autrement, parce qu'en fait, on calcule au niveau collectif et non pas au niveau individuel. Et là, je reviens sur les questions, est-ce qu'ils appartenaient aux organisations politiques? Mais bien sûr, ils appartenaient tous à titre individuel aux organisations politiques. Mais c'est les organisations politiques, en fait, ce n'est pas eux qui organisent les actions. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire appartenir aux organisations politiques? Ça, c'est aussi un grand débat, on peut revenir. Mais le plus important, ils ne veulent plus se revendiquer ni Fatah, ni Hamas, ni autre chose. Ils veulent se dire, nous sommes Palestiniens, la lutte armée, c'est pour la liberté, la libération de la Palestine, et c'est de se débarrasser, en fait, de... Si juste tu blesses 2 minutes. Oui. C'est se débarrasser, en fait, de cet héritage lourd de la défaite. La défaite n'est pas notre destin, qui a été intériorisé, d'ailleurs, par le discours, comme je disais. Et ce qui est marrant, cet individu, c'est pas théorisé, c'est concrétisé par les faits, par la mort, n'a aucune contradiction, en fait. On le trouve empiriquement en tant que chercheur, en tant que n'importe quelle personne qui regarde ça en direct, à la différence de l'individu rationnel qui a été plus ou moins promu dans la Palestine de bailleurs de fonds, qui n'existe que dans la tête de ceux qui l'ont théorisé. Enfin, on fait la théorie. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est complètement homogène pour les Palestiniens. Et là, il y a une véritable rupture, je dirais, symbolique. Lorsqu'ils demandent la population de faire grève, ils acceptent. La population, en fait, plus ou moins, essaye de protéger le maximum ces jeunes. Et lorsque celui de Sharafat était à la recherche pendant 10 ans, il n'avait pas de cheveux. Tous les jeunes tout le monde se rasait. Tout le monde se rasait pour dire nous sommes tous Odaï. Et donc là, en fait, moi je dirais, c'est une rupture radicale avec un système de valeurs qui dominait en Palestine et dont les Palestiniens ont subi les conséquences. Qu'est-ce qu'on a eu d'Oslo? Là, il l'a dit un peu. On a eu tout simplement des nouveaux riches, des généraux qui s'enrichissent et un système de plus en plus autoritaire, ni paix, ni développement, situation dramatique d'un point de vue économique, de la justice, on peut détailler. Donc, si oui, pour terminer là, je crois en fait symboliquement, c'est très important, même si ça apparaît au début en fait comme un regroupement pour des raisons uniquement sécuritaires, pour se protéger, parce qu'il y a l'armée israélienne qui envahit et qui veut assassiner certains ici et certains là-bas. Merci beaucoup, Zbeh. Je crois qu'il y a de quoi, dans vos 3 interventions, débattre beaucoup. J'attire quand même l'attention de tout le monde, vous et nos amis ici en ligne. On parle de phénomènes récents. On ne peut pas se lancer dans une théorisation immédiate avec sécurité. Hein. On est quand même dans quelque chose qui est en mouvement, en train de se créer. Oui. Donc je crois qu'il faut être très prudent, enfin il me semble, hein, dans le risque, toujours les intellectuels théorisent tout. Hein. Mais on la voyait venir. Mais voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui est né, et c'est ça qui est intéressant, c'est la trajectoire, quoi. De ce que Clotilde racontait, ce que Leïla racontait, et comment ça devient ce que tu dis maintenant. Alors, ma question pour relancer le débat, c'est est-ce que tout ça peut devenir une stratégie? Voilà. Est-ce que tout ça peut trouver une concrétisation politique? Sachant, mais ça j'y interviendrai si vous me permettrez un tout petit peu plus tard, qu'on n'a pas affaire à n'importe quel interlocuteur israélien. On risque d'avoir affaire à partir de mardi à la pire de toutes les pires formules du sionisme jabotinskiste le plus violent, quoi. Leïla, je te vois lever le doigt. Oui, je lève la main parce que je trouve vraiment que ce débat avec les 3 introductions, les 2 introductions et la tienne, Dominique, est très intéressant et il est exactement ce qui manque aujourd'hui dans ce qu'on lit dans la presse. Je suis très intéressée par l'analyse de Zbeh, très intéressée. Et j'en suis même très heureuse, ça me remonte le moral, parce que je vois quand même une nouvelle génération de chercheurs palestiniens qui comprend de l'intérieur. Ce n'est pas une question, Dominique, de théoriser trop vite un jeune mouvement. Ce n'est pas ça du tout. C'est que vous avez eu trop l'habitude de lire
la Palestine dans son actualité et pas dans sa dimension historique. Il faut lire la Palestine dans sa dimension de l'histoire longue, pas de l'histoire courte. En 1920 à 1936, il y a eu la même fascination par la diplomatie anglaise, la diplomatie des Nations Unies, etc., qui a échoué complètement. Les paysans ont pris les armes avec des combattants syriens et libanais et palestiniens, et ils ont fait une guerre qui a duré 6 mois, ce que nous, on appelle la grande révolte arabe, que le 3/4 du monde ne connaît pas. Puis, il y a eu la défaite terrible de 1948. On est resté un certain temps des pauvres réfugiés à qui il fallait distribuer de l'huile et de la farine. Et puis la révolution des réfugiés est venue. La révolution, elle n'a pas commencé en Palestine, elle a commencé dans les camps de réfugiés de l'extérieur. Et Gaza était encore sous administration égyptienne. Puis arrive Oslo, elle nous vend des rêves d'État et de 2 États. Il nous faut 29 ans pour comprendre que c'est de la foutaise. Et il y a un nouveau mouvement qui est historique de retour d'un mouvement de décolonisation armée, politique, culturelle, sociale, qui prendra du temps. Parler de stratégie, c'est ça qui est trop tôt. Parce qu'ils ne sont pas un ensemble cohérent. Ils sont ce que moi j'appelle la vitalité de la société civile palestinienne. J'ai eu la chance de voir au Liban, entre 69 et 74, au moment où j'ai quitté le Liban, comment est née l'intifada. Ils l'ont appelée intifada dans les camps de réfugiés du Liban. Avant, il y avait une répression féroce du 2e bureau de l'armée libanaise et les gens ne pouvaient pas étudier ensemble pour le bac. Et puis soudain, il y a un mouvement extraordinaire, pacifique, non violent. Et Raymond Aidé, qui est Premier ministre, a l'intelligence de dire, surtout, Président, ne les attaquez pas, sortez-vous les militaires et laissez-les dire ce qu'ils veulent. Et ils ont dit, on veut autogérer nos camps. Et ils l'ont appelé intifada. Ils ont malheureusement été, bien sûr, assiégés par les Syriens et envoyés par les Israéliens en 82. Et l'intifada de Palestine est venue poursuivre l'intifada du Liban. Je demande à Marwan Barghouti, qui est expulsé, « Ya Marwan, pourquoi vous l'avez appelé intifada et pas Saoura? Pourquoi intifada, soulèvement et pas révolution ?» Il me dit, parce qu'on était, nous, assis là sous l'occupation, on regardait tous ces malheureux au Liban mourir dans les camps de réfugiés, et nous, on ne faisait rien. Et les Américains disaient benign occupation, ça veut dire une occupation gérable, gentille. Et donc, ils ont pris la relève de l'intifada du Liban en faisant une première intifada, puis une deuxième. C'est la même chose aujourd'hui. Ces jeunes, ils n'ont pas de stratégie encore, Dominique. Il leur faut beaucoup de temps avant d'avoir une stratégie. Il faut qu'ils aient un mouvement uni. Ils ne sont pas unis. Ils sont isolés parce que l'armée israélienne, depuis Oslo, depuis 29 ans, elle atomise la société palestinienne. Lorsqu'elle vous dit qu'elle est obligée de mettre des checkpoints à chaque sortie de village, ce n'est pas pour la sécurité, c'est pour atomiser le tissu social de la Palestine. Et voilà ce qui se passe maintenant. Ça montre qu'avec toutes leurs tentatives d'atomisation, ils ne sont pas arrivés à le faire. Comme disait Sbeh, on disait, regardez, et Clotilde a dit la même chose, regardez comme ils sont courageux les habitants de Gaza, ceux ci ils ne font rien du tout. Regarde la surprise qu'ils créaient en prenant la relève, et comme a dit Sbeh, il ne tape pas, non, toi tu as dit ça, il ne tape pas sur les malheureux civils israéliens, il tape sur ceux qui sont à l'origine de leur malheur, ça veut dire l'armée et les colons. Ça, c'est leur stratégie. C'est la plus belle. On a passé notre temps. Tout le monde a dit que le Hamas était le grand résistant. Et ils n'ont tué que des civils. Ceux-là, ils disent, nous savons, et surtout, ils ne veulent pas tirer sur l'autorité palestinienne parce qu'ils ne veulent pas de guerre civile. Ils savent. Vous savez comment c'est terminé? Pourquoi on a été défait en 1948? Parce qu'on est rentré dans la division interne. Et donc, moi, je pense que pour pouvoir lire ce que ça veut dire, il faut regarder le temps long. Maintenant, malheureusement, ils ont beaucoup d'ennemis, à commencer par le nouveau gouvernement qui va être élu et qui ne reculera pas devant l'élimination physique, parce que c'est ce que dit d'ailleurs Ben Gvir, dit en faisant sa campagne,
on les mettra tous à la porte. Et ceux qu'on ne Revolver à peut la pas mettre à main, la porte, on va les tuer. Revolver à la main, la campagne Et électorale. un revolver à la main, exactement, devant tout le monde. Et les seuls qui pourraient retenir le nouveau gouvernement qui va venir avec Benvir, qui aura 14 députés, c'est les instances américaines, européennes, japonaises. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles se battent sur le prix du pétrole. Et elles se battent sur est-ce qu'ils vont pouvoir accepter ou ne pas accepter d'acheter du gaz ou du pétrole ailleurs. C'est tragique parce qu'en fait, ils tournent les yeux ailleurs pour ne pas devoir prendre position. D'où l'importance de la solidarité internationale. Parce que la solidarité, ça veut dire c'est les opinions publiques. Et il y a des opinions publiques dans les démocraties. Nous, on n'a pas de démocratie dans le monde arabe. Donc la tâche des opinions publiques et des mouvements de solidarité dans les démocraties, comme l'européenne, comme la française, est essentielle pour que ces assassinats qui vont maintenant augmenter ne passent pas inaperçus, parce que le pays à payer est beaucoup trop élevé pour toute une jeunesse palestinienne. Merci beaucoup, Leïla. Je suis toujours heureux quand tu nous permets de repartir dans la longue histoire, parce que sinon, on n'y comprend rien si on perd de vue la longue histoire. Et Clotilde, dans les papiers dont je parlais, mais enfin, il y en a eu plusieurs, peut-être j'avais un peu extrapolé, mais bon, je trouvais cette idée très intéressante, que les Israéliens étaient paniqués par une chose, c'est qu'ils se retrouvaient comme en 1948, comme avant 1948, avec des Palestiniens partout. C'est pas Blanche-Neige et les nains partout, c'est des Palestiniens partout. C'est-à-dire, en même temps, ceux de Gaza, ceux de Cisjordanie, ceux de Jérusalem, avec quel courage à Cher Jarrah, ceux des villes mixtes qu'on n'avait pas entendus depuis tellement longtemps. Et tout d'un coup, c'est comme si Israël n'existait pas. C'est-à-dire qu'on était revenu à la guerre judéo-palestinienne et pas israélo-arabe. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est juste, à votre avis? Parce que ça va avoir des conséquences après sur la réflexion de la suite, quoi, si c'est juste. Oui, c'est clair, c'est très très clair. Je pense que les événements de mai 2021, donc à côté de la guerre de Gaza, ces scènes de guerre civile, ou je ne sais même pas comment vraiment les nommer, ces soulèvements dans les villes mixtes où on a vu... alors moi, j'aime pas le terme ville mixte aussi, parce que en fait, c'est des villes où sont installées des populations palestiniennes et israéliennes dans un même c'est pas vraiment un même lieu, mais en général, c'est plutôt mélangé par rapport au reste d'Israël, où on a vraiment une ségrégation très claire entre les villes palestiniennes et les villes israéliennes juives. Il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs. Hein. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Des villes mixtes, enfin, ce qu'on appelle les villes... non, il n'y en a vraiment pas beaucoup. 4-5, quoi. C'est ça. Et donc, il y a eu vraiment une sorte de panique, même au sein de la gauche israélienne, qui s'est dit, mais alors, comment ça, il n'y a pas de coexistence, qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas, parce qu'il y a quand même une partie de la gauche israélienne qui vit dans un déni assez fort des réalités sociales. Et ce qui était intéressant, c'est que... En fait, moi, en écrivant ces articles, j'ai utilisé donc l'expression palestinien citoyen d'Israël, et je n'ai jamais eu autant d'attaques violentes sur Twitter et notamment aussi de la part du porte-parole de l'ambassade israélienne à Paris, qui a écrit des lettres enflammées au monde en disant ce ne sont pas des Palestiniens, ce sont des Arabes israéliens, ils ne se définissent pas comme Palestiniens. Il y a un sondage qui a été fait il y a quelques années où effectivement il y a une partie de ceux qu'on appelle Arabes israéliens qui se définissent, mais après je ne connais pas trop les conditions de ce sondage, mais en tout cas c'était intéressant de voir à quel point cette expression cristallisait une sorte de peur, panique, de se dire il y a des Palestiniens aussi en Israël et ils peuvent aussi avoir des liens avec ceux qui sont à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, là, dans la dernière... je dirais la dernière année, en fait, parce que c'est presque depuis septembre 2021, c'est que la répression en Cisjordanie est extrêmement violente. Vous avez rappelé les chiffres
en début de conférence, mais c'est important de souligner quand même que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on n'avait pas eu autant de morts de Palestiniens tués en Cisjordanie. Et ça, je pense, ça dénote aussi la violence de ce gouvernement israélien. Je pense qu'on est un peu évidemment effrayé par les possibilités qu'un suprémaciste juif comme Itamar Ben-Gvir puisse avoir un poste au gouvernement israélien, ou en tout cas même 13 ou 14 députés à la Knesset. Mais c'est important aussi de souligner que un gouvernement dit soi-disant modéré, en tout cas plus normal, anti-Netanyahou, qui a été installé depuis un peu plus d'un an, est en fait l'un des plus violents dans la répression d'une expression palestinienne en Cisjordanie et à Jérusalem. Je pense que c'est aussi assez fou de voir à quel point Itamar Ben-Gvir peut installer une tente au milieu de Sheikh Jarrah sans que la police n'intervienne. Moi, j'ai souvenir d'être à Jérusalem le jour de Jérusalem, donc le jour d'une célébration très nationaliste, suprémaciste de la part des Israéliens qui célèbrent... La marche au drapeau. Exactement, qui célèbre en fait la reconquête, comme ils l'appellent, de Jérusalem-Est en 1967. Et moi, j'ai vu des affrontements dans le quartier de Sheikh Jarrah avec des jeunes colons armés de pierres qui caillassent les voitures, 2 voitures ou 3 étaient en feu d'ailleurs, qui caillassent les habitations, qui caillassent les Palestiniens qui ont le malheur de passer par là, et la police à côté qui regarde. Et ces scènes-là, elles se sont reproduites aussi dans la vieille ville. Et donc, on a aussi quand même une complicité d'un gouvernement israélien qui est censé être, entre guillemets, modéré par rapport à ce qui peut nous attendre peut-être à partir de mardi prochain. Et ça dénote, je pense, aussi cette répression à tout va en Cisjordanie, une peur panique que le mouvement de résistance qui est à l'œuvre en ce moment puisse s'étendre. C'est la crainte que donc on a confiné Naplouse, on a confiné Chouafat pour éviter que la résistance ne puisse aller ailleurs. Zbé, oui, tout ça. En fait, j'aimerais bien aussi aller compléter ce qui a été dit. En fait, parce que surtout, en fait, Leïla, lorsqu'elle a parlé on n'a pas l'habitude d'entendre, mais parce qu'on n'a pas envie d'entendre aussi certains discours. Et là, je vais parler en fait d'un paradigme d'analyse qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France, c'est le paradigme colonial. Parce que, en fait, lorsqu'on est revenu en 2021, on a essayé de comprendre pourquoi ces Palestiniens, ou Arabes israéliens, voilà, les Palestiniens de 48, pourquoi en fait ils se manifestent alors. On a essayé d'analyser en fait leur comportement à partir de cette question de minorité. Mais ils ne sont pas des minorités, c'est les indigènes. Alors il faut revenir en fait à ce paradigme colonial qui n'a pas été utilisé en France qu'à partir, une seule fois il me semble, c'est par Rodinson, lorsqu'il a écrit un article dans la revue de Sartre. Donc, il fallait être Rodinson pour pouvoir parler, en fait, de cette question coloniale en France. Ici, on n'a pas le droit d'en parler. Alors, il faut revenir à ça, que cet ordre établi, en fait, a été établi par la violence déjà, en fait. On n'a pas déraciné les Palestiniens parce qu'on jetait des bonbons sur les Palestiniens, mais c'était par la force. Et donc, il y a déracinement des Palestiniens, déplacement des réfugiés. Donc, la question de base est une question des réfugiés. On n'a pas envie de parler parce qu'à chaque fois, ils nous demandent de faire une analyse. Il faut une analyse qui donne quand même une perspective de solution qui peut être acceptable. Alors moi, je donne l'analyse. Les solutions, c'est les hommes politiques qui cherchent ces solutions. Donc, il y a un paradigme colonial, un ordre établi par la violence. Et là, on commence à se poser la question, pourquoi les Palestiniens, parfois, ils sont violents, pas violents. Mais tout l'ordre établi dans lequel ils vivent, ça a été établi par la violence. Donc, deuxième chose, ça devient l'apartheid comme terme juridique, mais c'est après le déplacement. L'apartheid, c'est séparé après avoir déraciné. Donc, pour comprendre en fait ce qui s'est passé en 2021, c'est tout simplement le retour des Palestiniens à la racine, à l'origine. C'est une question d'appartenance à une identité qui a été autour de Jérusalem, qui a été provoquée par Jérusalem. Mais là, on trouve le Palestinien à Nazareth qui manifeste les mêmes craintes, la même condition coloniale
qu'un Palestinien à Ramallah, qu'un Palestinien à Gaza, qu'un Palestinien dans le camp de réfugiés à Ain el-Hilwa ou n'importe où. Donc, le Palestinien, il partage la même condition coloniale. Ça, on n'a pas envie d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait. À partir de là, on peut voir pourquoi les Palestiniens réagissent de cette manière et surtout de comprendre pourquoi certains Palestiniens s'opposent à ces élections dans le Knesset israélien. Donc, il y a ce paradigme colonial qui nous permet de comprendre, après, pour les choix politiques, ça c'est autre chose. Et donc, ce que moi j'appelle, ce qui s'est passé en 2021, c'est le réveil. C'est le réveil des Palestiniens. Allez, réveillez-vous. Il y a quelque chose qui vous unit, même si vous êtes séparés géographiquement, même socialement, même si vous êtes intégrés dans des sociétés différentes, mais il y a quelque chose, votre condition est la même. Et là, je crois, en fait, c'est très important de le souligner et pour comprendre ce qui se passe et pourquoi un Palestinien se comporte de cette manière, qu'il soit à Nazareth ou à Jérusalem-Est ou Ouest ou à Gaza ou ailleurs. Je voudrais quand même dire un tout petit mot sur le côté israélien, parce qu'on ne peut pas analyser tout ça indépendamment du... Je voudrais qu'on revienne, on l'avait fait dans une controverse qui portait sur le rapport d'Amnesty International sur l'apartheid, avec Jean-Paul Chagnolo et avec Cécile Coudriou, qui était à l'époque la présidente d'Amnesty France. Et j'avais dit une chose à laquelle je crois beaucoup, qui est très importante. Il y a dans le sionisme une contradiction intrinsèque, insoluble. Si on veut plus de territoire, on aura nécessairement plus de population. Si on veut plus de terres palestiniennes, on aura plus de Palestiniens. Aujourd'hui, la bascule est faite. C'est plus demain. Les derniers chiffres, et c'est à peu près les mêmes du côté israélien comme du côté palestinien, c'est 6 900 000 juifs sur l'ensemble de la grande Palestine historique et 7 300 000 Palestiniens. Donc, troisième élément, pour recaler tout ça, il ne peut plus y avoir d'illusion d'État juif et démocratique. C'est un oxymore. Si l'État est démocratique, alors il ne peut plus être juif, puisque la majorité de la population est arabe. Il est au minimum binational. S'il veut être juif, il ne peut pas être démocratique. Eh bien, les dirigeants sionistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont fait ce chemin. Et ils ont, le 19 juillet 2018, adopté une nouvelle loi constitutionnelle qui ne parle plus d'État juif et démocratique. Le mot démocratique ne figure pas dans cette loi fondamentale. C'est une loi constitutionnelle, je le répète. C'est l'État-nation du peuple juif. Donc on a éliminé les Palestiniens comme entité politique de la définition de l'État d'Israël, dont on ne dit pas quelles sont les frontières. Donc ça peut être le grand État d'Israël. Eh bien, ce qui risque de se produire, c'est ça que je voulais dire. C'est pas pour Rosir Lapide ou ses amis ou Gantz. Non, c'est on va à la traduction sur le terrain de cette élimination des Palestiniens dans la définition de l'État d'Israël avec des suprémacistes juifs. Il faut, je crois, arrêter d'utiliser des mots comme fasciste, nazi. C'est discutable. On peut faire des parallèles dans la pensée de Ben-Gvir, s'il a une pensée. Lui, il en a une. Smotrich, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a deux ennemis. Smotrich, c'est les Palestiniens et les homosexuels. Donc, voilà. Je le dis à tous les homosexuels qui ont rêvé d'Israël comme étant le mirage du mariage gay. Non. Voilà, vous avez peut-être demain au pouvoir un homme qui veut exterminer tous les homosexuels. Donc, quand même, il faut sortir du rêve rose, pink de Tel Aviv gay. Voilà. Donc, vous avez des suprémacistes juifs, que ce soit Ben-Gvir ou que ce soit Smotrich, dont le but affirmé clairement n'est pas d'assassiner tout le monde, même s'il le faut. À un moment donné, ils le feront. D'ailleurs, on le voit que c'est en marche. Mais en tout cas, ils ne veulent plus de Palestiniens. Oui, et donc, ce que nous avons toujours dit, je me souviens très bien, Leïla, je me souviens très bien tellement d'amis palestiniens et d'amis israéliens. Amir Haas nous a fait beaucoup de discours là-dessus. C'est qu'un jour ou l'autre, la question d'une nouvelle Nakba se poserait. Eh bien, je le dis, comme je le pense, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, si
un nouveau gouvernement Netanyahou se forme qui est l'otage de Ben Gvir et de Smotrich, est-ce que, oui ou non, cette question d'une nouvelle Nakba ne se posera pas, encore une fois, à l'ombre de la guerre d'Ukraine, à l'ombre de la lutte pour le pétrole, pour le gaz, pour tout ce qu'on veut, mais pas la Palestine, parce qu'elle n'est pas dans la ligne de mire de l'opinion internationale, des gouvernements du monde. Je n'ai pas fait pour conclure, hein, on a encore du temps. Leïla. Très intéressant. Je pense réellement qu'il faut reprendre l'idée de ce qu'on peut apprendre de l'histoire. Nous avons perdu la Palestine, pas en 1948. Nous avons perdu la Palestine lorsque nous avons perdu la grande révolte arabe. Et on a fait ce que Sbeh vous a expliqué, on a intériorisé la défaite. On était déjà défait lorsqu'on a été aux Nations Unies. 1936, et qu'on a refusé le plan de partage. Hein? 1936, 1939. On était déjà vaincus. Donc on ne s'est pas battu. Mais intellectuellement, je ne parle pas battu parce que les armées arabes, en tout cas, sont rentrées. Ceux qui ont été vraiment défaits en 1948 étaient des armées arabes qui n'avaient rien à faire. Ils ne savaient même pas où ils allaient. L'armée irakienne était perdue entre Amman et Jérusalem. Ils ne savaient pas où ils étaient. Les Jordaniens avaient déjà imaginé qu'ils allaient reprendre ce qui est resté du territoire. Ce qui est très important maintenant, c'est justement que les jeunes qui reprennent le combat n'ont pas du tout le sentiment qu'ils sont défaits, qu'ils sont écrasés. Au contraire, parce qu'ils n'ont plus peur, parce qu'ils ont vaincu la peur, parce qu'ils s'en foutent qu'on les appelle terroristes, parce qu'ils n'ont plus peur des colons, parce qu'ils répondent. Ils ont confiance en eux. On ne peut pas se défendre dans la vie si on n'a pas confiance en soi. C'est pas avoir confiance dans le chef ou le dirigeant ou le président ou ce que c'est. On doit avoir confiance en soi-même. Ce qui est très impressionnant, et je les vois parce qu'ils sont interviewés sur les chaînes palestiniennes et arabes, ces jeunes-là, je suis tellement émue, j'ai de la chair de poule, parce que j'ai l'impression que je vois les réfugiés qui ont lancé la révolution en 1964, qui étaient comme eux. Et Sbeh a très bien expliqué que, à l'époque, les Palestiniens qui étaient à Harvard, comme Omar Mikhaïl, avec les Palestiniens qui étaient dans le camp de Ain el-Helwe, avec les Palestiniens qui étaient à Gaza, et avec le grand Richard qui était au Koweït, avaient les mêmes aspirations nationales. Ça veut dire de vouloir vivre comme des citoyens reconnus. C'est la même chose qui se passe maintenant. Et il vient de citer comment ils se sentent tous proches les uns des autres. Il faut ajouter la diaspora en Occident. Il ne faut pas que vous sous-estimiez combien aujourd'hui, aux États-Unis en particulier, parce qu'avec tous ses défauts, les États-Unis est une nation d'immigrés. Et elle admet les communautés immigrées qui participent. Nous venons de voir, même s'il est de droite, un Indien prendre le poste de Premier ministre et un Pakistanais le poste de maire de Londres. Et aux États-Unis, on a des Palestiniens et des Somaliens qui sont à l'Assemblée nationale américaine. Et donc, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, il y a aussi les Palestiniens qui sont dans la diaspora en Occident, qui participent à ce retissage du lien social palestinien, du tissu social palestinien, et ils donnent confiance. Ça n'enlève malheureusement pas la criminalité de ce que va faire ce nouveau régime, parce qu'il est acculé, comme tu as dit exactement, dans sa contradiction. S'il veut l'État juif pour lequel il a voté en 2008, il est bien obligé de se débarrasser des Palestiniens. Sinon, il est obligé de se retirer des territoires. Comme il ne veut pas se retirer des territoires, il faut bien qu'il se débarrasse des Palestiniens. Lorsqu'ils sont gentils, ils disent on va les déporter, comme dit Ben Gvir. Mais lorsque ce sont des gens, d'ailleurs maintenant Lapid parle d'éliminer les Palestiniens. Le gentil Lapid, soudain, il montre ses dents et il dit on n'acceptera pas que quelqu'un menace notre armée et on va les éliminer. C'est quoi éliminer? Ça veut dire les assassiner. Et donc, nous rentrons dans une phase très difficile. C'est pour ça que c'est tellement important que l'IREMO fait des rencontres où on explique
pour qu'on puisse comprendre. Si on veut uniquement suivre les médias avec une nouvelle, un type est mort là, un autre est rentré en prison, etc., c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de voir le mouvement intérieur de la société. Et je redis ce que je pense, pour les Palestiniens, c'est une renaissance. Elle va coûter très cher. Et nous sommes un petit peuple, hein, dont 60% est fait de réfugiés, qui sont réfugiés dans leur propre pays et réfugiés dans les camps de l'exil au Liban, en Syrie, en Jordanie. Mais les jeunes sont en train de dire, nous sommes prêts à payer ce prix. Il a dit un truc très intéressant. Il a dit, ils ne disent pas, on est devenu martyr, on a choisi d'être fédaï. C'est ça que veut dire fédaï. Vous savez, Sbeh, qui serait tellement heureux de vous écouter? Jean Genet. Parce que Jean Genet a aimé les Palestiniens parce qu'il a vu en Jordanie en 70 exactement ce que vous décrivez aujourd'hui. Que vous dites que c'est pas qu'ils sont les victimes et donc ils sont fédaïs. Ils ne sont pas des victimes. Ils sont des acteurs de leur propre destin. Et ils choisissent de mourir pour que vive leur sens de la dignité. C'est même pas pour que vive la patrie. C'est pour que vive leur droit à la dignité et à la citoyenneté. De quel État, on verra bien, parce que c'est compliqué, effectivement. Mais c'est fascinant de voir le mouvement intérieur d'une société qui se renouvelle, même si le rapport de force est entièrement ambassadeur. Mais elle se renouvelle beaucoup plus, je dirais, dans le bon sens que la société israélienne. Malheureusement pour nous et pour le peuple israélien. Alors, Clotilde Sbeh, je vous laisse continuer à répondre. Après, on va passer quand même à des questions, aussi bien ici dans la salle qu'en ligne. Clotilde Sbeh. Oui, bah, en fait, moi, je pense surtout qu'il faut voir ce qu'on entend par Nakba. Moi, je pense que quand même 185 morts depuis le début de l'année, en comptant la guerre à Gaza en août, c'est déjà énorme, en quelque sorte, la guerre de l'an dernier. Donc, on est quand même sur une lancée où on a on a aussi, enfin, on l'a pas évoqué encore, mais le cas de Salah Hamouri, qui quand même est donc franco-palestinien, mais qui risque de perdre sa résidence à Jérusalem et donc son droit de vivre chez lui pour défaut de loyauté. Donc même sous un gouvernement Lapide, d'ailleurs j'aime pas l'appeler gouvernement Lapide parce que c'est aussi un gouvernement Bennett, et Bennett c'était quelqu'un qui a fait alliance avec Smotrich. Donc on est quand même sur un gouvernement aussi très axé pro-colonisation, très axé sur en fait ce qu'on moi je qualifie d'extrême droite. Shaked, Ayelet Shaked, Naftali Bennett, ce sont quand même des hommes politiques et des femmes politiques qui sont illustrés à l'extrême droite. Donc il y a déjà en fait en germe dans la société israélienne et surtout sur la scène politique des choses qui sont inquiétantes, et ça depuis des années, par rapport à une possible grosse répression des Palestiniens et surtout à l'éviction de plus en plus des Palestiniens de leurs terres. Je veux dire, ce qui se passe à Gaza aussi, c'est une tentative de faire fuir les gens. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui, à Gaza, prennent le bateau, alors qu'avant, fuir Gaza, c'était perçu comme une trahison à la cause palestinienne, mais aujourd'hui, les gens n'ont juste plus le choix. C'est devenu maintenant, malheureusement, assez fréquent que des jeunes périssent dans la mer Méditerranée et qui viennent de Gaza, qui ont essayé d'avoir un avenir meilleur ailleurs. Donc on a aussi quand même toute une politique qui, depuis des années, est mise en place pour que les Palestiniens fuient, pour que les Palestiniens quittent leur territoire. On voit que c'est un échec dans la plupart des cas, mais c'est en place. Et je pense qu'il ne faut pas aussi surestimer les capacités d'Itamar Ben-Gvir. Effectivement, il fait peur. Effectivement, ses discours sont... c'est au-delà de l'entendable, en fait, j'irais même jusqu'à dire, parce que quand on creuse un peu la vraie idéologie qui se cache derrière ça, on a vraiment des assassins. Mais quelle sera sa possibilité au sein d'un gouvernement Netanyahou? Oui, Benjamin Netanyahou risque d'être otage, mais à un moment ou un autre aussi, Itamar Ben-Gvir est tellement impulsif et a tellement d'exigences qu'il y aura aussi peut-être une balance qui va se faire où finalement le gouvernement ne tiendra pas. Parce qu'il faut quand même voir que c'est un régime qui est certes pas démocratique, mais il y a des institutions qui pour l'instant continuent parfois à mettre des freins, des limites
Elles sont très faibles quand on voit les décisions de la Cour suprême concernant les Palestiniens, notamment les expulsions de Palestiniens. On voit bien que ces institutions ne tiennent pas. En tout cas, elles ne protègent pas les droits des Palestiniens. Mais il y a quand même encore un tissu qui fait que je n'irai pas vers la prédiction du pire pour tout de suite, sachant que le pire, on pourrait le dire, est déjà là, en fait. Mais Clotilde, si vous me permettez, un des objectifs essentiels communs à Netanyahou, Smotrich et Ben-Gvir, c'est d'en finir avec la Cour suprême. C'est de lui retirer toute possibilité. C'est-à-dire, l'idée est simple, hein, je l'explique pour ceux qui ne savent pas, vous le savez bien sûr. C'est de faire une loi constitutionnelle qui décide que, quel que soit l'avis de la Cour suprême, c'est la Knesset qui, en définitive, vote et décide. Donc ça veut dire c'est la majorité de droite et d'extrême droite qui décide, quel que soit le point de vue de la Cour suprême. Donc elle n'aurait plus de pouvoir. C'est quand même leur objectif, c'est en tête de liste dans leur programme. Mais moi, quand je parle d'institutions, je parlerais plutôt en fait de la mainmise de l'armée et des services de sécurité, parce que je pense que au sein des services de sécurité, notamment les renseignements, etc., il y a quand même une certaine alors, je dirais pas un équilibre parce que c'est vraiment pas en faveur des Palestiniens, mais il y a quand même des limites que eux ne veulent pas franchir parce qu'ils veulent pas mettre en danger en fait les soldats israéliens sur le terrain. Donc, je pense que c'est plutôt là que ça se situera au niveau de la Cour suprême. Ces dernières années, rien qu'avec les nominations en fait qu'a fait Ayelet Shaked, qui était ministre de la Justice sous Benjamin Netanyahou, on a déjà un changement un peu comme ce qu'on a vu à la Cour suprême des États-Unis, un changement de politique en fait. Et les décisions de la Cour suprême aujourd'hui sont quand même très défavorables aux Palestiniens de manière générale. Merci Clotilde. Zbé peut-être, et puis après on va passer aux questions. Rapidement, sur le Nakba, en fait, je dirais, en fait, comme le disait Alain Papé, en fait, c'est le nettoyage ethnique, mais ça dure en fait depuis toujours, c'est jamais arrêté, donc c'est un processus, parfois ça accélère, parfois ça se met en pause, mais ce qui est le plus important du côté palestinien, lorsqu'on a occupé leur pays et lorsqu'on a, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est on a confisqué leur temps, donc on a confisqué leur vie, et donc et là, en écoutant Leïla parler de Fidaï, là, ça me donne envie de parler de Fidaï pour une raison simple. Oui, c'est le retour de Fidaï des années 70, à la fin, en fait, des années 60, après le Karama surtout, là où le Fidaï avec 3 balles, en fait, il avait 3 balles, il croyait avec ces 3 balles, il était convaincu qu'il allait libérer la Palestine avec ces 3 balles. Et là, c'est le retour de cette image, de cette idée que ce que je peux faire quelque chose avec. On trouve dans la littérature palestinienne quelque chose de très intéressant. Après 1948, là, Ismail Nachif, il parle de la perte. Après Oslo, et là, Ghassan Kanafani, on voit ça dans l'écriture de Ghassan Kanafani, dans le roman de Ghassan Kanafani, le Palestinien qui se perd dans le désert, en fait, il meurt. Personne ne se rend pas compte qu'il est mort. Pourquoi ? Parce qu'il a cherché une solution individuelle. Et là, Ghassan change l'écriture une fois les Palestiniens prennent les armes. Et là, ça sera une nouvelle littérature de la part de Ghassan Kanafani. Donc, c'est la lutte armée qui donne l'espoir aux Palestiniens. À partir d'Oslo, Ismail Nachif parle de la perte de la perte. On a perdu ce qu'on a déjà perdu. Parce qu'on a perdu la lutte armée qui nous permet de libérer la Palestine, de récupérer la Palestine. Et là, j'ai l'impression que cette pause qui a été imposée pendant les accords d'Oslo, en fait, est plus ou moins finie, je dirais symboliquement. Matériellement, les rapports de force sont toujours là, on n'a rien changé, mais par contre, c'est vraiment l'esprit de Fidaï qui est de retour, je dirais, la naissance, oui, mais aussi le retour d'un modèle qui existait dans les années 60, à la fin des années 70. Oui, moi, je me souviens toujours de la formule d'Elias Sambar qui disait en 1948, on s'est noyé, la Palestine s'est noyée, elle a recommencé à nager en 1964 avec la création de l'OLP, et pour de bon, après 1967, parce qu'il était clair que ce n'était pas des Arabes qu'il fallait attendre la libération. Donc c'est un peu aussi cette capacité à ressortir la tête de l'eau. Alors, des questions. Attendez d'avoir le micro, parce que sinon... dans la vidéo qui suivra, on ne vous entendra pas.
Et il y a des questions en ligne. Mais d'abord, là, on en a, je vous en prie. Moi, j'ai une question toute bête, mais qui me préoccupe. C'est dans quelle mesure je n'ai aucun problème moral sur le fait de prendre les armes. Mais je ne suis pas convaincu que... Parce que l'objectif, quand même, c'est que les Palestiniens retrouvent leur... enfin, surtout la justice et leur liberté. Et je ne suis pas convaincu que de prendre les armes, ça peut être à un moment, tout simplement de dire, quitte à mourir, on meurt debout. Ça, moi, je le comprends à 100%. Mais est-ce que ça va permettre de faire avancer les choses? Parce que je pense qu'on ne peut pas considérer la prise des armes aujourd'hui comme la prise des armes en 64 ou je ne sais pas quand. La situation n'est absolument pas la même. Quand les jeunes... et je pense aussi que la situation de la Palestine est quelque part la situation de tous les pays au monde, c'est-à-dire avec une gauche qui a complètement disparu. Le fait de prendre les armes aujourd'hui sans perspective politique, c'est pas forcément une solution. Et d'autant moi j'ai beaucoup été à un moment en Palestine, on me parlait toujours de la première intifada, qui était justement pas armée, contrairement à la deuxième. Et la première intifada avait recueilli une estime sans borne. Alors, pourquoi pas la lutte armée, très bien, mais pourquoi faire? Et est-ce qu'on peut espérer un tout petit peu que ça ne soit pas tout simplement une lutte désespérée? On a noté votre question, on va les noter, et puis ensuite, vous les répartirez d'une manière autogérée. Hein, vous avez... Ensuite, monsieur. Oui, merci de vos interventions. Moi, j'avais une question, je voulais savoir votre regard concernant l'accord qui a été signé il y a une dizaine de jours entre le Fatah et le Hamas sous la supervision de l'Algérie. Et quel serait, sur l'accord qui prévoit en fait des élections à venir à Gaza dans 1 an et aussi dans les territoires occupés juste après. Et surtout, quelle serait en fait la traduction politique, l'offre politique, lorsqu'on a en sachant ce qui se passe entre les luttes armées dans les territoires occupés. Merci. Ok. Ensuite, Gérard, depuis tout à l'heure. Hein, oui, allez-y. Bonsoir et merci. J'ai une question qui est un peu différente. C'est que je trouve chez les Palestiniennes qui se battent et qui sont très jeunes et qui n'ont pas peur, un peu la même audace qu'on a en ce moment chez les Iraniens. Et est-ce que cette lutte, indépendamment de l'histoire des pays, n'est pas un problème de génération ? Y a-t-il des organisations et des lieux où les jeunes Palestiniens en colère ou déprimés pourraient s'exprimer et imaginer un autre avenir, comme par le théâtre par exemple? Najla Narlé-Seroti vient de publier un livre intéressant sur la question, sur la fonction du théâtre qui lutte pour exister. Merci. D'autres questions? Après, on va... Oui, allez-y. La parole, pardon. Justement, sur le plan politique, est-ce qu'il y a à l'heure actuelle un leader qui émerge du côté palestinien? Voilà, on va s'arrêter là. Attends, pour l'instant. Il y a Christine Jorel qui finalement... Christine, alors allez-y, Christine Jorel. Bonjour à tous. Christine d'Evry-Palestine. Je voulais poser une question sur la provenance des armes dont disposent aujourd'hui les jeunes. Est-ce qu'on en a une idée? Et j'ai toujours été étonnée que ce peuple soit désarmé. Une résistance ne peut pas être désarmée. On est payé pour le savoir en France et en Europe pendant les 2 guerres qu'on a connues. Et juste une petite remarque à propos du message de Lucie. Moi, en tant que militant, j'en ai assez d'aller soigner les Palestiniens avec du théâtre et de la culture. Je souhaite simplement que la communauté internationale se réveille et que ce peuple ait le droit de se défendre, même si ça doit être armé. Voilà. Christine, juste une question supplémentaire pour vous. Alors, quand vous parlez de la résistance en France et voilà, des armes, vous parlez du passé ou vous parlez du futur? Du passé, est-ce qu'on a reproché? D'accord. Non, parce que c'est des leçons qui peuvent être intéressantes pour la suite. Hein, voilà. On a aussi nos suprémacistes. Hein, quand même. Le futur passé. Alors, qui veut répondre à quoi? Leïla.
de ce que tu as entendu des questions? Moi, je voudrais dire à toutes les personnes qui parlent de jeunesse déprimée, qui a besoin qu'on lui remonte le moral, qui ont besoin de... Je suis étonnée de voir que, après tout ce qu'on a dit, vous n'avez pas compris qu'ils ne sont absolument pas déprimés, au contraire. Ils ont repris confiance en eux-mêmes, ils sont vaillants, ils croient dans la justice de leur cause, et comme dirait Genet, de la justesse de leur cause, parce elle a une note juste comme la note de musique, et que parce qu'ils se révoltent, ils reprennent confiance en eux-mêmes, et ils produisent comme jamais les Palestiniens n'ont produit, en poésie, en théâtre, en peinture, en cinéma, en photo. D'évidence, vous ne savez pas ce qui se passe sur le plan culturel, parce que si vous voyez ce qui se passe, ils n'ont vraiment pas besoin qu'on vienne leur apprendre le théâtre, parce qu'ils en font plein. Et c'est pour ça que je dis que c'est de la vitalité d'une société. Alors là où c'est très triste, réellement, c'est les camps de réfugiés au Liban et en Syrie. Parce que là, aujourd'hui, j'ai lu un article qui dit que l'UNRWA dit qu'aujourd'hui, au Liban, 93% des Palestiniens des camps de réfugiés du Liban vivent sous le seuil de la pauvreté. 93%, c'est énorme. Et en Syrie, on a détruit le plus grand camp, qui s'appelle le camp de Yarmouk, où il y avait 300 000 personnes. Et si quelqu'un se jette à la mer avant les Palestiniens du Liban, c'est ceux de Syrie, parce qu'ils n'ont plus... En Syrie, le camp du Yarmouk était presque une partie de la ville de Damas, et où vivaient les Palestiniens, mais il y a eu beaucoup plus de mariages entre Syriens et Palestiniens qu'au Liban. Mais la destruction du camp fait que les Palestiniens ne peuvent pas aller dans des camps où il n'y a que des Palestiniens. Et la Syrie est elle-même tellement victime de la répression de ce régime criminel de Bachar al-Assad qu'ils n'ont nulle part où aller. Et donc, c'est eux qui se jettent à la mer. Ou bien ils vont vers la Turquie pour prendre des bateaux et après, ils arrivent ou ils n'arrivent pas. Je veux juste vous rassurer, ils ne sont pas déprimés et ils ne sont pas désespérés. Ce n'est pas par désespoir qu'ils font de l'action militaire. Ils font de l'action militaire parce que c'est une lutte de décolonisation et qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire des peuples du monde où on a décolonisé un pays sans avoir recours aussi à la lutte armée, parce qu'elle est une des formes de résistance et de défense de soi-même. Mais donc, Leïla, je dirais vraiment, s'il vous plaît, débarrassez-vous de l'idée qu'ils sont déprimés, c'est pour ça qu'ils font de l'action militaire. Maintenant, l'intifada, celle de 87, la première, était magnifique. Et elle était l'œuvre, vraiment, des dirigeants locaux, des ONG, avant que l'OLP ne retourne en Palestine. Elle était l'œuvre des ONG palestiniennes et certains partis politiques, comme le Parti communiste, par exemple, qui, n'ayant pas eu un LP qui, elle, était au Liban et avant en Jordanie, ont imaginé cette direction collective de l'intifada pour faire de la résistance non violente et de la résistance civile, et qui a très bien marché. En fait, ce qui a tué Intifada, c'est Oslo, parce qu'on est venu remplacer la participation du peuple à sa résistance en leur disant « Ne vous inquiétez pas, vous allez à la maison, nous on va s'occuper de vous à New York aux Nations Unies ou à Bruxelles avec l'Union Européenne ou chez les donateurs ». Moi j'adore l'expression de Sber que c'est la période des fundraise, des bailleurs de fonds. Parce que lorsque tu payes, tu as le droit d'exiger. Et donc, immédiatement avec Oslo, ils ont signé Oslo le 13 septembre 1993, et une semaine après, il y avait la conférence des donateurs qui était 45 pays. Vous pensez vraiment que ces dollars étaient sans contrepartie? La contrepartie, c'est qu'il fait qu'on reste à la maison, ni qu'on fasse de la résistance non violente, ni qu'on fasse de la résistance armée. Et donc, aujourd'hui, ils sont dans une étape où ils tirent les leçons. Mais Leïla, je ne peux pas complètement te laisser ne pas répondre à la toute première question, qui n'est pas sur la dépression. Était quoi? Toi qui as plaidé pendant 20 ans, 30 ans pour la lutte politique, pour la lutte diplomatique, pour la construction de ce qu'a été la cause palestinienne dans le monde, et tu y as
chacun le sait, beaucoup contribué personnellement. Est-ce que tu penses que ce nouveau mouvement de lutte armée est viable? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut aboutir à un résultat? Mais tout dépend de ce que vous lui demandez. Premièrement, dans la première question, la personne qui l'a posée a dit est-ce que c'est une lutte armée ou une lutte désespérée? Donc ce mot, je l'ai pris dans la première question. Ce n'est absolument pas désespéré. Au contraire, c'est plein d'espoir. C'est parce que c'est plein d'espoir que je considère que c'est un renouveau sur le plan de l'évolution historique des étapes d'une lutte aussi difficile que la lutte du peuple palestinien, parce que c'est une lutte très difficile, tout simplement, parce que le peuple qui est en face est, aux yeux du monde, le peuple victime de la Shoah. Donc, par définition, le peuple éternellement victime, qu'on ne veut pas reconnaître comme, depuis l'occupation, un peuple qui, lui, victimise un autre peuple qui est palestinien. Et donc, nous n'avons pas les moyens, tout seuls, de faire une diplomatie. Nous avons cru dans une diplomatie arabe. Elle a montré où elle est avec les accords d'Abraham. Nous avons cru dans une diplomatie européenne. Nous voyons qu'elle n'est pas capable de se mettre d'accord sur le prix du pétrole. On a cru que les Américains avaient appris des leçons. On a vu le pauvre Clinton vraiment aller vers une débâcle totale. Et donc, nous avons, moi inclus, essayé de croire qu'il y avait une diplomatie internationale et un droit international, comme dit notre ami Monique Chevrier-Gendreau, qui va pouvoir nous aider, paix à l'âme de Jean Salmon qui vient de nous quitter, et Jérôme de la Pradelle. C'était les sommités du droit. Jérôme de la Pradelle était professeur émérite, Jean Salmon aussi à l'ULB. Mais ils étaient choqués de, comment dire, la duplicité, la duplicité du monde qui prétend qu'il prend au sérieux la position israélienne que ce n'est pas un territoire occupé, c'est un territoire disputé. Et donc, si la diplomatie et le droit international a perdu de sa crédibilité aux yeux de ces jeunes, et à mes yeux aussi, sinon j'aurais jamais pris ma retraite il y a 7 ans, si je pensais que vraiment il y avait une diplomatie palestinienne ou arabe ou international, je ne serais pas parti. Je pense qu'il n'y a pas de diplomatie. Parce que je pense que dans des causes comme celle du peuple palestinien, ce qui fait le poids et la force pour changer le rapport de force, c'est la force de la société. Et pas le nombre de combattants, ni le nombre d'alliés dans les chancelleries internationales. Clotilde, peut-être, à votre avis, ces jeunes Palestiniens que vous avez fréquentés et décrits, avec beaucoup de talent, je le répète, est-ce que vous avez l'impression que les nouvelles d'Alger leur font chaud, froid ou ni chaud ni froid? C'est intéressant aussi parce que donc en fait moi j'ai été juste après les bombardements à Gaza cet été, j'ai été donc à Gaza. J'ai fait des entretiens et là je me rends compte que en parlant avec les dirigeants du Hamas, il y a une question qui les braque, où physiquement c'est compliqué, c'est quand on aborde une possibilité de réconciliation avec le Fatah. Et quelques jours plus tard, je vais à Naplouse donc dans les suites de l'assassinat d'Ibrahim el-Nabulsi. Et les dirigeants du Fatah que je rencontre, la seule chose qui physiquement les bloque, vraiment, on sent que c'est une possibilité même de dialogue avec le Hamas. Donc non, pour l'instant, je ne crois pas du tout et je ne suis pas la seule en fait. Je ne crois pas parce que les Palestiniens eux-mêmes ne croient pas à une réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Je pense qu'il est intéressant aussi de noter qu'après la guerre de mai 2021, il y avait une popularité du Hamas qui était vraiment énorme parmi les Palestiniens. Je me souviens avoir entendu même dans les rues de Jérusalem un Palestinien crier « c'est le Hamas qui a gagné ». Je me suis dit que c'était quand même courageux de faire ça à Jérusalem sans pouvait se faire arrêter. Et cette popularité a beaucoup baissé depuis la guerre, les bombardements d'août 2021 à Gaza. Et aujourd'hui, c'est le djihad islamique
qui prend de la place. On parlait d'un leader qui émerge côté palestinien. Il n'y a pas de leader qui émerge côté palestinien, hein. Le djihad islamique n'a pas vocation à prendre le pouvoir côté politique, mais en tout cas, il est un moteur, je pense, de la lutte armée qu'on voit à l'œuvre à Naplouse et à Jénine, notamment parce que il est en partie celui qui permet de financer ou d'encourager à prendre les armes. Je voulais revenir quand même un petit peu sur la lutte armée, parce que je pense que c'est intéressant de voir aussi que ce soir, on parle de ce qui se passe en Cisjordanie, parce qu'il y a justement des actes de lutte armée. Mais en fait, il y a des actes de résistance de la part des Palestiniens depuis 1948 qui sont de la résistance civile. Moi, je connais des Palestiniens qui, tous les jours, tous les samedis, tous les vendredis, font des manifestations. L'année dernière, c'était contre la colonie sauvage d'Éviatar. Et il y a eu des dizaines de morts, mais on n'a jamais entendu parler en fait de cette résistance, parce que elle est pacifique, et qu'en fait du coup cette résistance elle a un impact, mais elle a un impact beaucoup plus lent, beaucoup plus discret aussi dans les médias internationaux. On a également en ce moment une résistance de la part des Palestiniens du sud de la Cisjordanie qui sont menacés d'expulsion. Près d'un millier. Exactement, un millier de personnes à Massafar Yatta qui restent sur leur terre malgré le fait que l'armée israélienne s'entraîne autour des maisons. Et on a des résistances aussi parce que les Palestiniens continuent à aller cueillir leurs olives en ce moment alors qu'ils sont menacés physiquement par les colons israéliens. Donc, il y a de la résistance, il y a de la résistance évidemment par l'art et le théâtre et le cinéma qui a du mal à se faire financer malheureusement, mais il y a une résistance de cette jeunesse, parce que ceux qui sont allés perdre leur vie pour résister contre la colonie sauvage d'Éviatar, c'était des jeunes qui avaient l'âge d'Ibrahim El Nabulsi, qui avait entre 16 et 30 ans. C'était pas, donc cette jeunesse, elle s'engage aussi dans la lutte non armée, mais ça suffit pas en fait, la lutte non armée. Et aujourd'hui, c'est pour ça que se développe un autre mouvement qui n'est pas contradictoire en fait. Ce sont deux mouvements qui se retrouvent. On retrouve d'ailleurs les mêmes soutiens. Moi, je vois les posts Facebook de personnes qui sont des gens qui d'habitude prônent la lutte non armée, mais qui glorifient aussi ceux qu'ils ont appelés les lions de Naplouse. Peut-être vous pouvez nous dire d'où viennent les armes. On ne va pas demander à Sben et à Leïla. Est-ce qu'on sait ça? Je ne suis pas sûre d'être la meilleure spécialiste sur cette question. Une observatrice, donc voilà. On doit savoir. C'est d'Israël. Il y a vous parlez de Kalachnikov, moi je dirais que c'est plutôt des armes M16, donc M16 et M4, qui sont des armes typiques de l'armée israélienne. Voilà. Et il y a une partie qui vient du fait qu'Israël inonde les Palestiniens citoyens d'Israël de ces armes, parce que c'est toujours plus pratique d'avoir des gens qui s'entretuent que de devoir les tuer eux-mêmes. Et donc le trafic de drogue, mais aussi les règlements de compte en Israël parmi la population palestinienne sont énormes. Et Israël est un peu ennuyé en ce moment parce qu'une partie de ces armes est terminée de l'autre côté, d'où la fermeture du checkpoint de Kalkilia notamment, ou du nord de la Cisjordanie régulièrement. Zbé, une question qui me paraît intéressante, parce que c'est toujours bien de ne pas isoler la Palestine du reste du monde. Mon ami Bertrand Badi insiste beaucoup dans tout ce qu'il dit sur le fait qu'aujourd'hui, c'est les sociétés qui résistent. Ce qui se passe en Ukraine est clair d'ailleurs. C'est la société ukrainienne qui a mis Poutine en difficulté. Ce n'est pas un problème d'armes, bien sûr que ça aide les armes, mais la société... On a un peu l'impression de la même chose en Iran. Il y a une disproportion du rapport de force, mais une société, notamment des femmes, qui résistent, et des hommes qui se mettent sur leurs pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de commun quand même à tout ça? Il y a plein de valeurs qui sont universelles. Le problème, ce n'est pas les valeurs qui sont universelles, c'est la manière dont on reçoit ces valeurs qui sont censées être universelles. Et du coup, en fait, là, dès qu'on parle de la lutte armée en Palestine, ça n'a rien à voir de la même manière. Enfin, on n'aborde pas de la même manière l'usage des armes en Ukraine, par exemple, ou même en Syrie, ailleurs. Et là, en fait, c'est la réception de cette valeur universelle.
Moi, je crois tout simplement, quelqu'un qui lutte pour la justice et la justesse et la liberté, où il soit, en fait, c'est la même cause. Donc, c'est une cause universelle. Pourquoi on traite différemment? Ça, c'est une question politique, une question de rapport de force. Parce que l'universel n'est pas séparé de ces rapports de force. Alors, j'aimerais bien aussi en parler sur cette question de la prise d'armes. Vous avez parlé, en fait, comment on obtient, enfin, mais vous n'avez pas posé la question combien ça coûte, un M16. Ça coûte 25 000 €. Alors que ça coûte normalement en Israël, c'est 300 à 400 $. Alors quelqu'un qui est prêt à acheter et peut-être vendre pas mal de choses pour pouvoir acheter un fusil à 25 000 €, c'est pas quelqu'un de désespéré en fait. C'est quelqu'un qui essaye de tout faire quand il est jeune de 18 ans. En fait, il essaye de tout faire pour avoir ce fusil parce que c'est par là, en fait, qu'il peut exister, en fait. C'est une manière d'exister. Je suis là, malgré tout ce qui se passe. Malgré tout. Et si je vais mourir dignement. C'est ça la question. Et après, est-ce que ça empêche que les autres luttent? Non, non, non. Un mot qui dérange, c'est une résistance. Une balle, c'est une résistance. Chacun fait ce qu'il peut. Et pour le Fatah et le Hamas, je crois, on s'en fiche, en fait. On va voir Azzam El Ahmad, la même personne qui a fait dizaines de rencontres avec nous, Ismaël, voilà. Azzam, je ne sais pas, il représente qui. Ismaël Hani, il est au Qatar, je ne sais pas, il représente qui. Mais, enfin, les Palestiniens, ils n'ont même pas regardé. En fait, ils se moquent un peu parce qu'ils mettent les mêmes photos, ils disent ça vient d'où? Est-ce que ça vient de l'Algérie ou ça vient de Mecque? Parce qu'il y a tellement de rencontres qu'on a oublié, en fait, combien de fois ils l'ont fait. Alors. Et après, pour la question, je revenais sur l'instrument en fait, de lutte ou de résistance. On revient à la règle principale. Je dis, l'ordre établi a été établi par la violence. Et c'est le colonisateur qui impose l'instrument de lutte. On a un colonisateur qui est en train de pratiquer le nettoyage ethnique. Il n'est pas en train de jeter de bonbons. Donc, c'est lui qui impose le moyen de lutte. Si c'était un discours théorique et critique, oui, on va se débattre, mais ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui a été fondé sur la violence. Et la violence, après, la question de la violence légitime ou pas légitime, ça, on revient sur le rapport de force et comment, en fait, les gens perçoivent la question palestinienne. Et comment, c'est à certains moments, il faut le dire, comment l'Europe voulait toujours se débarrasser et ne pas reconnaître sa responsabilité à l'égard des crimes qu'elle a commis ici en Europe. Alors, une dernière tournée de questions, s'il y en a ici ou en ligne. Dominique, oui. Dominique, je voudrais répondre à la question sur l'Iran. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé si ce qu'on voit aujourd'hui en Palestine ne rappelle pas ce qui se passe en Iran. Vous savez peut-être, mais peut-être vous ne le savez pas, aujourd'hui on célèbre en Palestine la journée de la femme palestinienne. Pas la journée de la femme qui est le 8 mars, mais celle de la femme palestinienne. Et moi, je pense que ce qui se passe en Iran est très, très important pour toute la région et pour tous les mouvements de résistance dans la région. Et je pense qu'il est fondamental parce qu'il est populaire, il est enraciné autant dans les villes qu'à la campagne, et surtout, il se veut un mouvement qui n'est pas au pied des dirigeants, des moullas, de ce pouvoir théocratique, et c'est exactement ce que sont la société palestinienne. C'est une remise en cause extraordinaire d'un régime, c'est pas seulement que les gardiens de la révolution terrorisent les Iraniens, mais ils les torturent et ils les tuent. Il y a plus de 100 tués, ça c'est le chiffre officiel. Il y a sûrement beaucoup plus. J'ai vu quelqu'un qui est venu d'Iran et qui est reparti en Iran. Il y a des arrestations en masse des jeunes. Beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup de jeunes. Comme a dit Dominique, pour la première fois, on a vu les hommes iraniens suivre leurs femmes. Pour la question sur l'unité, soi-disant, la réunion à Alger, je veux dire à nos amis qui nous regardent ou qui vous écoutent que la seule raison pour laquelle il y a eu cette réunion, elle est très simple. Le prochain sommet arabe est à Alger. Et comme la Palestine est toujours la cause qu'on utilise pour se faire bien voir, Alger voulait montrer qu'elle était responsable pour encore une réunion comme un Bisbeh. De cette photo qu'on prend et tout le monde c'est les mêmes. Et je vous dirai un mot qui n'est pas très diplomatique, mais je ne suis plus diplomate, de la foutaise. Alors, est-ce qu'il y a encore
2, 3 questions, et puis, ou Johan, si tu en as peut-être. Moi, j'ai plein de questions, mais c'est pas ma place pour les poser. Non, Il y a des questions en ligne. De quelle manière la diaspora palestinienne dans le monde pourrait-elle avoir du poids ou un impact dans l'avancée de la cause palestinienne ou pour se faire entendre, notamment auprès de la communauté internationale? Ouais. Et alors, il y a encore 2 autres questions. Non, Vas-y. question. Pourquoi en France, on entend si peu la représentante de la Palestine? Les médias lui sont-ils fermés? Alors, j'ajoute si vous me permettez, mon grain de sel, parce que il y a une dimension de la question du suprémacisme juif qui ne doit pas être oubliée. C'est ce que Haaretz disait l'autre jour, il y a 2-3 jours. Il disait « Comment est-ce que l'AIPAC va vendre Ben Gvir aux Juifs américains ?» Ça a l'air d'une question un peu surprenante. Elle n'est pas du tout surprenante. Parce que la majorité des Juifs américains, depuis 2-3 ans, depuis Trump, disons, ont pris plus que de la distance avec Israël, et que si là-dessus arrive un Ben Gvir ou un Smotrich, ça, pour les Juifs américains, même très proches d'Israël, c'est trop, quoi. Donc il y a aussi cette dimension-là du suprémacisme, c'est-à-dire les effets qu'aurait l'arrivée au pouvoir à un poste important de Ben Gvir et de Smotrich sur une opinion internationale dont je rappelle qu'elle est en pleine évolution. Les gouvernements pas, mais les opinions oui. On en a parlé dans une table ronde qui va paraître peut-être un jour, hein, dans Araborama. Peut-être un jour, non? Oui? Ça va paraître un jour, Araborama? Oui, ça va paraître. Eh bien là, on signalait quand même qu'en un an, il y avait 3 rapports de 3 grandes organisations internationales, B'Tselem, Human Rights Watch et Amnesty, qui caractérisaient le régime israélien comme un régime d'apartheid. Ça, c'était jamais vu. Oui. C'était un mot interdit, tabou. On ne pouvait pas l'utiliser. Là, 3 grandes ONG l'utilisent. Le dernier vote sur le droit à l'autodétermination du peuple palestinien à l'ONU, en décembre dernier, on verra cette année, il n'y avait plus que 4 pays pour voter avec Israël. 4. Les États-Unis, bon, c'est important. Et puis des pays majeurs, vous allez mesurer l'importance quand même. C'est les îles Marshall, c'est Nauru, c'est Palau. Hein, c'est quand même, vous voyez, des puissances mondiales. Blague à part, l'effet de l'arrivée d'un Smotrich ou d'un Ben Gvir sur ces opinions déjà ébranlées, notamment les Juifs américains, voilà, il faut aussi le prendre en compte, peut-être. Alors, sur les questions posées par Johan, qu'est-ce que la diaspora palestinienne peut faire? Oui. Oui, Leïla, je t'en prie. Si je peux juste rappeler ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a eu une transformation fondamentale dans la diaspora palestinienne aux États-Unis, en particulier, parce qu'elle a fait une révolution à cause de ce que vient de dire Dominique. Ça veut dire le suprémacisme blanc aux États-Unis et Black Lives Matter, ça veut dire tout le mouvement civil des Noirs américains, mais qui sont soutenus par toute la jeunesse américaine d'aujourd'hui, et dont beaucoup de mouvements juifs progressistes. Ils sont tous dans la même mouvance d'une vision du monde qui est celle de cette nouvelle génération de jeunes, qui est contre tout suprémacisme, qu'il soit juif ou qu'il soit blanc aux États-Unis. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, nous avons maintenant des Palestiniens et des Arabes qui sont élus. On a une Palestinienne qui est très vocal, comment on dit en français, vocal, qui s'exprime tout le temps au Congrès et qui est écoutée et qui a accès à tout. Il y a des conseillers palestiniens à la Maison-Blanche et au State Department, qui sont les Américains qui ont émigré avec leur famille, qui ont des passeports américains. Il y a un vrai changement, en particulier aux États-Unis et en particulier dans les jeunes milieux juifs qui sont très actifs sur la Palestine. Et ça inquiète beaucoup ceux qui sont intelligents en Israël. Seulement, vous ne réalisez pas, comme a dit d'ailleurs Clotilde, le niveau mental des gens comme Ben Gvir. Il s'en fout d'avoir des gens éduqués. Tout ce qu'il veut, c'est être élu, même s'il doit être élu avec des votes qu'il va aller acheter avec ses discours débiles. Les jeunes juifs américains disent « Nous n'avons rien à faire avec cet Israël-là. On n'en veut pas. » Et donc, je pense que ça, c'est le travail de la diaspora palestinienne aux États-Unis. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué en Europe, parce qu'il y a 2 pays qui ont des problèmes avec les Palestiniens. 3 pays. Un s'appelle l'Allemagne, parce qu'il se sent
coupable d'avoir permis un génocide. Le deuxième s'appelle l'Angleterre, la Grande-Bretagne, parce qu'il est coupable d'avoir colonisé la Palestine et livré la Palestine au mouvement sioniste. Et le troisième s'appelle la France, qui n'arrive pas à accepter qu'un juif français est un Français avant tout, comme un musulman français est un Français avant tout. Et le poids de cette relation, moi j'ai travaillé autant en France qu'en Belgique. En Belgique, les juifs belges sont avant tout belges. En France, il y a un vrai problème qui fait que, pour souvent des raisons électorales, on a voulu occulter complètement ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un parle aujourd'hui dans la diplomatie française ou à l'Élysée de la Palestine? Personne. Et pourtant, ce n'est pas le manque de sujets qu'il y a. Parce qu'on préfère ne pas déranger ce qui pourrait être un soutien des électeurs. Et donc, je pense que c'est pour ça que même l'Amérique, avec un gouvernement beaucoup plus atlantiste que le français, a, sur le plan de société civile, comme a dit Dominique, un bouleversement spectaculaire dans les écrits, dans les publications, dans les débats du Sénat et du Congrès, qu'on ne voit pas en France. En France, il y a un mois, il y a eu une honteuse réunion à l'Assemblée nationale, dirigée par soi-disant des francophones israéliens, que l'Assemblée nationale a invités, qui sont des propagandistes payés. Moi, je n'ai jamais vu ça pendant mes 13 années de travail en France. Clotilde Sbé, toujours sur ces questions. Clotilde? Effectivement, moi je trouve que ce qui se passe aux États-Unis est le plus intéressant aujourd'hui dans ce qui peut changer les choses sur la scène internationale. On sait que les opinions arabes sont plutôt pro-palestiniennes, mais elles n'ont pas voix au chapitre. On l'a vu avec les accords d'Abraham. En revanche, par contre, aux États-Unis, on sent ce changement de discours sous la lignée aussi d'un discours anticolonial. Et donc, on replace la question de la Palestine complètement différemment. C'est-à-dire que c'est plus la question de la Palestine en tant que se battre pour deux États et la survie d'Israël, et qu'en fait, on a un changement du discours qui voit désormais la Palestine comme une question de néocolonialisme, de colonisation encore aujourd'hui en cours et qui est complètement achronique par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que effectivement, ça s'est traduit cette année et l'année dernière par les discours sur l'apartheid qui divisent beaucoup en Israël. J'ai l'impression que c'est compliqué même pour une grande partie de la gauche israélienne d'intégrer ce discours-là. Donc, ils sont assez en retard finalement par rapport à la gauche américaine qui d'habitude était plutôt alignée sur les positions israéliennes. J'aurais un petit bémol par contre à faire sur l'arrivée de Ben Gvir et Smotrich, puisque on sait que Smotrich était déjà ministre sous Netanyahou, et également que le financement des colonies continue quand même à se faire majoritairement via des fonds américains. On a vu aussi que le gouvernement américain n'était pas du tout aligné avec ce changement dans l'opinion publique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'au Congrès, désormais, on a une représentante palestinienne, mais on a aussi d'autres représentants qui tapent très fort sur cette question et qui la remettent toujours à l'agenda. Et surtout, on a un représentant ou une représentante, je ne sais plus, qui s'est fait élire malgré les financements de son opposant par l'EPAC. Et ça, c'est un vrai changement, je pense, dans la politique américaine. Côté européen, par contre, on a plutôt l'inverse. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins aussi de honte à être accueillis en Israël par des lobbies. Je sais qu'Elad, l'organisation israélienne, organise notamment des visites de Jérusalem, auxquelles participaient des députés français, et des déclarations qui ont été faites où on a un vrai changement au niveau de la diplomatie aussi française, qui est très timide pour être un peu dans l'euphémisme par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et ça, depuis quelques années, en fait, depuis l'arrivée, je dirais, d'Emmanuel Macron au pouvoir, on n'a pas de diplomatie
palestinienne. Zvé, un dernier mot Oui, un dernier. Enfin, pour les questions, je crois que ça a été bien répondu par le 2. Alors, je vais juste en fait revenir à ce que tu disais en fait par rapport aux mots choisis dans le rapport de l'ONU en fait. Et là, en fait, depuis 20 ans, la CNUSED, en fait, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, elle publie des rapports sur la situation économique en Palestine. On parlait de recettes fiscales et de la fuite de recettes fiscales. Enfin, on ne définissait pas ce que ça veut dire recette. Ça fait fuite. Mais ça fait un ou 2 ans, je crois, ils commencent à parler de coût de l'occupation. Donc ça, c'est déjà quand même une évolution. Enfin, là, on parle de l'occupation parce que tout simplement, Israël utilise, en fait, instrumentalise le protocole de Paris pour un peu voler les recettes fiscales de l'autorité palestinienne. Et la CNUSED a estimé que c'était des milliards qui pourraient faire vivre l'autorité palestinienne pendant des années, même 10 ans ou même plus que ça. Et maintenant, on parle de coût de l'occupation, alors qu'avant, on parlait des fuites de recettes fiscales sans préciser comment et pourquoi. Avant de vous remercier, je voudrais suivre la suggestion de Leïla de parler d'histoire. Oui. Je rappelle qu'en 1996, Shimon Peres avait 30 à 40 points d'avance sur Netanyahou, donc ce n'est pas du tout la situation d'aujourd'hui, et qu'il a quand même réussi à faire élire Netanyahou en déclenchant une bataille rangée avec le Hamas, en tuant Yahya Ayash, et ensuite en allant attaquer le Liban. Résultat, Netanyahou a été élu. Eh bien, c'est malheureusement un peu la situation dans laquelle se trouve Lapid, qui a été hier à Nazareth pour supplier les électeurs palestiniens, arabes, de voter pour lui. Palestinien, oui. Qui a envie de voter pour Lapid étant palestinien et voyant ce qu'il fait aujourd'hui à Naplouse ou à Jenin? C'est une contradiction insoluble et je crains qu'elle débouche sur une situation nouvelle dont on pourra parler dans une autre controverse de l'IREMO. Je vous remercie beaucoup, infiniment. Merci. Leïla. Merci. Bravo. Clotilde. Zbé. C'était une controverse passionnante. Merci infiniment. Merci beaucoup.